Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre au Centre de documentation sur les métiers du livre. Lors de chaque animation, nous essayons de vous proposer un sujet d'actualité qui touche notre profession. Et la transition écologique en est un. Vous le savez, les bibliothèques sont confrontées aux différentes transitions et en particulier aux questions de responsabilité sociétale et environnementale, et cela bouge. En 2019, un collectif des métiers du livre a créé l'Association pour l'écologie du livre, APEL. En 2022, l'ABF s'est emparé du sujet en créant une commission bibliothèque verte. Et fin 2023, les presses de l'ANSSI éditeront Engager les bibliothèques dans la transition écologique. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Bobet, directrice de la médiathèque de la Canopée à Paris, qui a reçu pour la première fois en France le Green Library Award de l'IFLA, prix de la Bibliothèque verte de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires dans la catégorie Meilleur projet de bibliothèque. Et Sophie Bobet, vous êtes aussi membre de la commission Bibliothèque verte. Nous accueillons aussi Reine Burki, qui est responsable du développement des projets et partenariats à l'ENSIB et coordinatrice du prochain titre à paraître, donc auprès de l'ENSIB, Engager les bibliothèques dans la transition écologique. Et enfin, nous sommes heureux de recevoir Marin Schaffner. Vous êtes ethnologue, cofondateur de l'Association pour l'écologie du livre, mais également auteur, traducteur, éditeur chez Wild Project, collection Petite Bibliothèque d'écologie populaire. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de bibliothèque et transition écologique. Cette rencontre est co-construite avec les presses de l'ENSIB, notre partenaire de longue date, et en particulier avec Catherine Jackson, qui est chargée d'édition. Malheureusement, Catherine Jackson ne peut être avec nous aujourd'hui, mais nous pensons à elle. Pour débuter cette rencontre, je vous propose de vous présenter au public et de répondre à cette première question. Qu'est-ce que la transition écologique pour vous? Et comment les bibliothèques, les maisons d'édition s'emparent-elles de cette question? Comment redéfinir les contours de notre métier? C'est moi qui commence. C'est moi qui commence, merci. Qu'est-ce que la transition écologique? Déjà, la transition écologique, c'est pas un objet en soi, c'est un processus de transformation. Je pense que c'est important de le comprendre parce que dans les réponses qu'on peut y apporter sur le terrain, au quotidien, ça suppose des enjeux d'adaptation. C'est faire face au changement. La transition écologique, c'est aussi une notion institutionnalisée. C'est aussi important parce que des politiques se construisent autour de cette notion. Ces notions dont on trouve une définition, je pense par exemple aux stratégies nationales engagées dans la transition écologique. Donc déjà, c'est plus un processus, un mouvement qui implique un changement, une mobilisation qu'un objet en soi. Je pense que c'est vraiment important pour positionner les bibliothèques. Et comment les bibliothèques s'en emparent-elles? Je pense qu'il y a plusieurs périmètres sur lesquels on peut identifier les implications. D'abord, les bibliothèques, ce sont des lieux physiques qui accueillent du public. Donc, il y a un enjeu en termes de fonctionnement, de gestion bâtimentaire, d'accueil du public. Il y a un enjeu aussi en termes d'usage. Comment on va adapter nos usages aux enjeux de transition écologique? Ça va porter, par exemple, sur le numérique, sur le traitement des documents, sur nos petits gestes quotidiens, de pratiques professionnelles. Il y a aussi un enjeu en termes de pilotage, comment on intègre les objectifs de développement durable, d'enjeux environnementaux et écologiques au quotidien de la bibliothèque. C'est aussi une problématique de pilotage. Ça suppose de faire évoluer les projets d'établissement, de s'inscrire aussi dans des politiques. Ça a beaucoup d'impact politique. On s'inscrit dans des politiques nationales, les bibliothécaires sont porteurs de ces politiques publiques, les établissements s'inscrivent aussi dans des territoires, que ce soit les collectivités territoriales, les universités, les établissements documentaires doivent aussi s'inscrire à cette échelle-là. Et puis il y a tous les enjeux documentaires, de développement de collections, pour accompagner cette transition, aider à la comprendre,
On parle même d'écologie documentaire. Et puis il y a tout l'enjeu d'accueil qui est énorme, le travail social, culturel des bibliothèques au quotidien, accompagner les publics, les sensibiliser à ces enjeux. On peut même aller jusqu'à parler bibliothèque refuge, c'est quelque chose qu'on a exploré, on a beaucoup discuté avec Sophie sur cette question-là. La transition écologique, elle se décline sur des plans économiques, sociaux, culturels, mais aussi, on pourrait dire, émotionnels, dans la représentation de notre relation au vivant. Et là aussi, les bibliothèques ont peut-être un enjeu d'accompagnement, d'accueil de l'incertitude et de la vulnérabilité auprès des publics. On parle beaucoup de phénomènes d'éco-anxiété. Est-ce que c'est un enjeu d'inclusion demain, d'accueillir ces problématiques-là? Voilà, très, très rapidement, ce que recouvre pour moi les enjeux de transition écologique et comment les bibliothèques, enfin les différents périmètres d'implication pour les bibliothèques. Je pique le micro. Transition écologique, effectivement, moi j'aurais repris peut-être la définition du développement durable avec les 3 piliers, à savoir tout ce qui est économique, écologique, environnemental et social. Et à ce titre, en fait, les bibliothèques sont inscrites depuis très longtemps dans ces enjeux de transition, puisque nos métiers ont énormément changé avec le numérique, mais pas que, parce que nous sommes, notre profession, c'est encore plus spécialisé. Et en fait, aujourd'hui, on a pris conscience de notre rôle en termes d'économie circulaire. Et il y a encore du travail à faire en termes d'advocacy, et ça on en parle souvent entre nous, parce que les bibliothécaires sont par nature humbles et ne disent pas ce qu'ils font, ou très peu. Or, on se rend compte qu'il y a énormément, et on le voit bien sur le réseau de la ville de Paris, il y a énormément d'expérimentations qui sont faites, de réflexions sur nos métiers, parce que, pour compléter ce que tu disais, pour moi d'abord, ce sont des équipes, ce sont des bibliothécaires qui s'engagent parfois à titre personnel, qui sont des fois membres d'associations, qui sont écolos dans leur manière de vivre et dans leur manière d'appréhender le monde, et de fait s'interrogent, comme on a pu le faire à la médiathèque Marguerite Yourcenar. J'ai le plaisir d'avoir des collègues ici présents, et puis à la Canopée ensuite, qui s'interrogent à titre individuel et ensuite à titre professionnel. Comment on peut intégrer dans notre pratique professionnelle ces questions qui finalement sont des questions qui deviennent urgentes. On avait du temps au début des années 2000 pour y réfléchir, aujourd'hui non, on l'a plus. Et un des risques que je vois moi pour y travailler depuis quelques années, c'est que les politiques s'en emparent et qu'on soit sur le greenwashing et donc juste des projets de façade, sans prendre en compte aussi toutes les particularités, les contradictions que ça implique. Parce que, pour ça je parlais de transition écologique, économique et sociale, si on parle uniquement de sobriété énergétique, dans ces cas-là, on va être sur des règles, des normes, mais qui ne correspondent pas à l'accueil de nos publics tels qu'on les a, avec des publics fragiles, avec des publics handicapés, avec des publics précaires, et avec des collègues aussi qui ont pour une grande partie un travail sédentaire. Donc il faut toujours trouver un juste équilibre, en fait. Et donc, pour moi, c'est une équipe et aussi une forme de management. Comment on entraîne ses collègues à penser autrement, petit à petit, et à penser son métier autrement. Et moi, je pense qu'on va avoir une révolution dans nos métiers, mais à très court terme. Voilà ce que je pourrais dire pour les bibliothèques. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Eh ben, moi, je préfère parler de révolution écologique que de transition écologique, donc merci Sophie. Moi, je ne suis pas bibliothécaire, mais j'ai fréquenté des bibliothèques toute ma vie et je continue à le faire. J'ai rencontré pas mal de bibliothécaires aussi sur ces sujets-là. Mais l'angle par lequel j'attaque cette question, je l'attaque de façon collective, en fait, avec l'Association pour l'écologie du livre. Et alors, peut-être la première chose importante pour moi avec ça, c'est de vraiment bien définir ce qu'on entend par écologie. Parce que écologie, c'est un mot qui est très à la mode, mais c'est un mot qui a une définition, enfin, ou en tout cas un ensemble de définitions claires
et qu'on reprend pas souvent, donc du coup on ne sait pas exactement de quoi on parle. Donc ça je vais en parler très, très rapidement. Après sur le rôle des bibliothèques, je pense que c'est plutôt vous qui pouvez en parler, mais je pense que en plus ce que vous dites, je suis assez raccord avec ça. Mais il me semble que de ce point de vue-là, la question de la transition, elle pose quand même une vraie épine. Enfin, c'est un caillou dans la chaussure, parce que vers quoi on transite en fait? Enfin, où en est-on? Où va-t-on? C'est quoi cette transition? En quoi est-ce que les bibliothèques auraient à jouer ce rôle de transition? Enfin, est-ce que c'est comme les autres secteurs d'activité économique de notre société ou pas? Enfin, je m'évertue de poser des questions, quoi. J'ai pas beaucoup de réponses. Et après, la troisième chose, c'est aussi vraiment la question des futurs désirables. Comment est-ce qu'on a envie de travailler et de pouvoir être accueilli dans des bibliothèques dans le futur, envers et contre tout, malgré la situation de plus en plus désastreuse dans laquelle on vit, des bouleversements écologiques et sociaux. Et donc ça aussi, l'avenir des bibliothèques, enfin, cette question de la transition, en tout cas, sans vouloir bien l'affirmer, l'assumer, quoi, c'est ça qu'elle dit, c'est demain, et demain les bibliothèques alors. Et pour le coup, je trouve que la situation est plutôt sombre qu'autre chose. Heureusement, il y a des tas de gens qui se retroussent les manches dans les bibliothèques aujourd'hui, mais globalement, on n'est pas non plus vraiment aidé, quoi. Et d'autant plus si on considère tout ce que pourraient faire les bibliothèques potentiellement sur ces questions de transformation écologique et sociale. Donc plus que de transition, moi je préfère parler de transformation, parce que, en tout cas, le terme transition me gêne toujours un peu, comme celui de développement durable, parce que ça me donne toujours un peu l'impression qu'on aurait la possibilité de continuer à faire comme on fait, quoi. De changer tranquillement ou de faire en sorte que ça dure un peu plus longtemps. Mais en fait, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À la base de tout ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et qui nous amène dans les désastres actuels qu'on vit et qui sont bien plus larges que les questions du livre ou des bibliothèques. C'est vraiment notre société qu'il faut repenser de fond en comble. Et donc, par rapport à ça, il me semble que reprendre le sens du mot écologie à la racine, c'est nécessaire. Et qui dit racine dit radicalité. Parce que radicalité, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire prendre le problème à la racine. Et finalement, c'est pas. Et du coup, d'un point de vue général, on voit bien dans notre société que sur les questions écologiques, il y a une vraie radicalité latente. On s'y confronte. Il y a des tas d'événements qui se passent dans notre société. On pourrait ne citer que Sainte-Soline, par exemple. Mais en fait, c'est pas. Là où c'est intéressant de regarder ça par ce prisme-là, c'est que la situation dans laquelle on vit est radicale. Les gens sont de plus en plus poussés à prendre des positions radicales. Mais seulement, on n'est pas forcément toujours en train de bien s'organiser pour prendre des bonnes positions radicales. C'est-à-dire que des positions radicales qui ne sont pas réfléchies, elles peuvent être dangereuses, ça c'est sûr. Mais en même temps, la situation est radicale. C'est pas, moi j'ai du mal à croire que ça pourrait se faire en douceur, que tout ira bien, que les métiers vont gentiment transiter vers des métiers plus verts. Enfin, il me semble que ça va être de plus en plus difficile de tenir cet imaginaire-là et de pouvoir vivre et travailler correctement à l'intérieur de ce système. Donc avec l'écologie du livre, ce qu'on a essayé de poser, c'est en tout cas une sorte de redéfinition, une espèce de champ, voilà, de paysage introductif sur ces questions d'écologie. Et donc ce qu'on a dit, c'est que pour nous, on a pris le temps de faire ça de façon interprofessionnelle, avec vraiment des représentantes et représentants de toute la chaîne du livre. Et pour nous, il y a toujours au moins 3 écologies du livre. Au moins 3, toujours. La première, c'est une écologie matérielle. C'est celle par laquelle on rentre dans les problèmes, et c'est bien normal, c'est à ça qu'on se confronte. C'est les questions de fabrication, c'est les questions de circulation, de transport, de recyclage, etc. Mais cette écologie matérielle, elle n'est jamais suffisante. Si on ne s'intéresse qu'à ça, on ne s'intéresse qu'à un bout du problème. Et souvent, on nous pousse à ne s'intéresser qu'à ce bout du problème. Mais le fait est que les 2 autres piliers qui sont derrière, qui sont tout aussi importants, ça arrange bien les gens qui nous font nous intéresser qu'à la matérialité, qu'on ne s'y intéresse pas. Et les 2 autres, c'est l'écologie sociale, les questions sociales, et l'écologie symbolique. L'écologie sociale, c'est les coopérations, c'est l'interprofession. La chaîne du livre, déjà c'est une métaphore assez particulière, c'est une chaîne, donc on est tous enchaînés les uns et les unes aux autres, si on en croit. On dit ça souvent, est-ce que c'est une chaîne ou est-ce que c'est un écosystème? Mais en tout cas, il y a une chose qui est intéressante dans l'idée de chaîne, c'est quand même qu'il y a des maillons qui sont reliés les uns aux autres. Il y a des interdépendances. Et si on enlève un de ces maillons, il n'y a plus de livre. Si on enlève l'éditeur, si on enlève l'éditrice, si on enlève l'imprimeur ou l'imprimeuse, mais même si on enlève la bibliothécaire, comment les livres circulent s'il n'y a pas de bibliothèque et de librairie? C'est plus le même monde, c'est encore autre chose. Donc ces interdépendances-là, en tout cas, c'est important de vraiment s'y confronter. D'autant que derrière, elles posent aussi des tas de questions
économique. Enfin, en tout cas, quitte à aborder la question économique, nous on préfère l'aborder par cette question sociale, par la question de l'équité, de la répartition de la ressource. Qui est payé comment pour faire quoi? Comment ce système est organisé? Qui se fait de la marge à quel endroit sur le livre marchand? Et est-ce que les livres, ça doit toujours être marchand? Et quand les livres sont pas marchands, alors ça se passe comment? Ça, c'est enfin, moi, une fois encore, moi j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, et je vois qu'il y a plein de manières de faire. Et la dernière, l'écologie symbolique, et je m'arrêterai là pour le moment. Alors, symbolique, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais on a essayé de trouver le mot le plus polysémique possible. Parce qu'en fait, à l'intérieur des livres, il y a des idées. Les livres, ils sont des ferments. La lecture, et même du coup, au-delà du livre, la lecture. Nous, on dit sur ça, et en fait, on parle de livre, mais en fait, la lecture. C'est quoi exactement la lecture? Est-ce que la lecture, c'est pas une des choses les plus écologiques qui soit, mais du coup, une écologie symbolique, abstraite? La lecture, c'est pas quelque chose de palpable. Et pourtant, ça nous relie. Les idées, elles circulent, elles nous nourrissent, elles nous font changer, elles nous transforment, elles nous font voyager. Enfin voilà, les idées, et finalement, je pense que si on est tous et toutes là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné dans notre vie, les idées qu'il y a à l'intérieur des livres, il nous a paru important de les défendre. Et donc là aussi, il y a une écologie. Comment est-ce qu'on prend soin de ces idées-là? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'œuvrer à leur plus grande diversité possible, la bibliodiversité, la diversité des manières de raconter des histoires dans toutes les langues, partout sur la planète. Et si on prend le temps de réfléchir à ça, on se rend compte que nous, nos manières de faire en tant que blancs, elles sont très limitées, très étriquées. La littérature orale, dans l'histoire de l'humanité, représente un bien plus grand patrimoine, même un matrimoine du coup, que les livres imprimés et reliés et mis sous plastique dans les bibliothèques. Je fais exprès. Et donc voilà, donc cette écologie symbolique, en tout cas, c'est aussi la défense des idées qui sont dans les livres et des manières dont on s'organise pour les faire circuler. Et donc, ces trois pans-là, à la fois matériel, social et symbolique, ils sont enchevêtrés les uns aux autres, et du coup, un véritable projet écologique à l'intérieur du livre, pour nous dans l'association, on dit qu'il doit s'efforcer de marier ces trois piliers ensemble toujours et le plus possible. Merci. Et alors, quels sont les leviers d'action dont vous disposez pour mettre en place un projet d'évolution, transition, transformation écologique? Mais peut-être je vous laisse la parole. Vas-y, Sophie, tu veux. Alors, quel levier, quel moyen? L'intelligence collective, d'abord, le goût de l'expérimentation, l'envie aussi de contourner parfois le système. Je pense que c'est une chance de ne pas avoir quelque chose de trop descendant pour le moment, qui nous emprisonnerait dans un cadre qui, à ce moment-là, priverait peut-être de son sens et de ces questions qu'il faut légitimement se poser. Parce qu'en fait, il y a plusieurs manières d'aborder les choses, et moi je crois beaucoup au côté local, au côté territorial. Il n'y a pas de bonne solution, c'est ce qu'on disait en amont, il n'y a pas d'autre solution que territoriale. Mais même au niveau micro, au niveau d'une équipe, qu'est-ce que l'équipe veut faire? Qu'est-ce qu'elle est en mesure de faire? De quoi a-t-elle conscience? Comment elle va être sensibilisée, formée, entraînée, et ensuite accompagnée, reformée pour pouvoir justement s'emparer de ces questions-là à différents titres. C'est pour ça que, quel que soit le terme qu'on lui donne, le développement, parce que je sais que le développement durable, ça pose des questions de croissance. Quand je parlais de développement durable, c'était par rapport au cadre de l'IFLA et de l'agenda 2030, qui nous permet d'avoir un cadre international, et ça c'est intéressant parce que ça montre aussi la diversité des expérimentations partout dans le monde, et c'est une des choses que qui m'a vraiment frappée quand j'étais à Cork en juillet, c'était de voir qu'on fait tous un peu la même chose partout dans le monde. Et ça c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que peut-être on est dans l'innovation, dans les bibliothèques, à l'insu de nos décideurs, souvent. Et donc que cette réflexion, elle est mondiale, elle est globale. Elle n'est pas que dans les pays riches. Partout on cherche des solutions pour préserver la culture et différentes formes de culture, que ce soit une culture orale, une culture imprimée, ou même des disques, des CD aujourd'hui, puisqu'on nous menace parfois en nous disant mais le CD est mort. Non, la musique n'est pas morte, le CD non plus, enfin en tout cas tant qu'il n'y a pas d'autre support. Donc voilà, il y a plein de questions matérielles, mais pas que, il y a des questions sociales. Et j'ai oublié le début de ma question.
La question c'était quels sont les leviers d'action? Oui, je disais qu'il n'y en avait pas. Si, ceux qu'on se donne. Enfin, oui, parce que moi je ne crois pas au cadre très rigide. Parce qu'effectivement, je pense que d'abord on part de l'équipe, de ses envies, de ses possibilités, et ensuite, c'est tout le rôle aussi du projet de service et du management d'aller vers quelque chose, d'aller vers un projet qui intègre en tout cas ces questions-là, qu'elles soient économiques, sociales, économiques parce qu'on s'inscrit sur un territoire, parce qu'on va travailler avec d'autres acteurs, parce qu'on va travailler avec des partenaires, et parce que c'est comme ça que ça va faire sens aussi, parce qu'on va aussi toucher différents types de publics par rapport à différents types de besoins qu'on va essayer d'identifier. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire de mieux pour l'instant par rapport au levier. Peut-être aussi levier d'action, la formation, sensibilisation, formation des professionnels, ça me semble un levier de transformation des organisations, d'évolution de notre rapport à ces problèmes-là. Bien poser les questions aussi, qui me semble important. Et puis ce qu'on fait là, en fait, aussi maintenant, ces échanges-là interprofessionnels, ça me semble capital pour agir. Ces échanges de réflexion, de points de vue, d'expérience, pouvoir expérimenter, se donner l'autorisation d'expérimenter. Marin parlait de l'interprofession, ça me semble aussi un lieu d'ébullition et d'effervescence autour de ces questions. Il y a l'association d'ABF, la Commission Bibliothèque Verte, les agences régionales du livre, les organismes de formation, ABNC. Il y a vraiment un travail, je pense, de discussion, de mobilisation de la profession pour échanger autour de ces sujets-là, pour passer à l'action de façon coordonnée, partagée. Je pense que ça, c'est un levier d'action qui est important, qui est intéressant. Pour compléter, sinon je vais me faire taper sur les doigts, se saisir des opportunités aussi qui nous sont données par nos directions. Et donc aussi s'inscrire dans des lignes politiques, les utiliser à bon escient, c'est-à-dire au-delà du greenwashing, pouvoir se dire, je me mets, et ça a été le cas à la Canopée, où on s'est intégré à un groupe de travail qui était sur autre chose en fait. Quand on a travaillé sur le groupe de travail culture et économie circulaire, en fait ça concernait surtout l'aspect des expositions éco-responsables. On le sait, on fait des expositions dans les bibliothèques, mais ce n'est pas notre cœur de métier. On n'a pas de matériothèque, on ne dépense pas des sommes folles pour avoir un scénographe ou autre. Mais en fait, en rencontrant d'autres collègues qui faisaient partie de la Gaieté Lyrique, de la cartoucherie, de la Maison des Médaillons, on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques communes. Et ça, c'est intéressant, si c'est ça qui fait sens. C'est-à-dire que se dire que le bâtiment, il n'est pas efficient. Même un bâtiment neuf n'est pas écologique. Ou il le sera un temps donné, parce que les normes elles vont évoluer, parce que l'urgence climatique elle s'aggrave. Et donc on pourra se dire, tiens, on a un truc HQE, haute qualité environnementale, mais plus, qui intègre la biodiversité. On a un jardin, on a une ventilation avec de la domotique, etc. Et en réalité, tout ça, ça ne marchera pas dans 3 ans, voire ça ne marchera pas très rapidement, parce que s'il y a un surcoût, ça peut entraîner des dépassements et donc des choix de dernière minute. Donc déjà, on s'est rendu compte qu'au niveau des bâtiments, on pouvait mieux faire, on pouvait peut-être mieux éduquer les architectes de demain, et qu'il y a un vrai dialogue entre les gens du métier, c'est-à-dire les utilisateurs finaux, parce que nous sommes des utilisateurs, avec la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, pour pouvoir leur dire, oui mais non, en fait, nous, comme on est des bibliothèques, on ne travaille pas comme ça, en fait. On n'a pas besoin de grandes banques d'accueil, et oui, on a besoin de prise, parce qu'aujourd'hui c'est un besoin en bibliothèque, et nous on ne fait pas que prêter des livres. Donc c'est ce genre de choses. On s'est rendu compte aussi qu'au niveau des marchés publics, il fallait avoir un rôle pour faire prendre conscience qu'il faut réintroduire du réemploi, qu'il faut s'intéresser à la question du bilan carbone, mais pas simplement pour un lot, s'intéresser sur l'intégralité du marché, pour se dire, voilà, on veut quelque chose qui soit réellement tangible. Et on a des exemples qui montrent que ce n'est pas le cas. On s'est posé aussi la question de la sensibilisation des publics. Comment on fait? D'abord, comment on forme les collègues
Ça, c'est indispensable. Donc, effectivement, moi, je fais partie de la commission ABF et on a mis en place, grâce à Julie Curien qui pilote la commission, un site avec une carte qui permet, je crois qu'on va pouvoir l'avoir à l'écran, qui permet vraiment c'est une mind map, donc une carte mentale qui permet de voir un peu tous les aspects que ça représente de penser bibliothèque verte, que ce soit le bâtiment, le travail d'équipe, projet de service, les collections, les nouveaux services, etc. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait d'autres questions. Donc, on est rentré par ce biais. Et après, ça a été plus facile pour moi d'obtenir un stagiaire pour lancer le système de management environnemental en 2019, juste avant le Covid. Donc, le Covid nous a donné raison, finalement, de se dire, bah, oui, c'est demain, enfin, voire c'est hier qu'il faut penser à ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, les opportunités aussi. La question des leviers d'action, c'est quand même une question complexe. Sinon, on ne serait pas là. En fait, du coup, il y en a. Le fait est que je pense que des leviers d'action, il y en a pas mal. La question, c'est à quoi est-ce qu'on a accès tout de suite maintenant, selon qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on a envie de faire. Donc, il y a forcément tout un tas de leviers d'action qui sont des petits gestes simples du quotidien. Donc, c'est souvent ceux-là auxquels on nous enjoint en premier. Donc ne pas les faire, ce serait peut-être dommage puisqu'ils sont juste là et faciles à faire, donc on peut les faire bien sûr, mais probablement qu'ils ne suffisent pas. Et après, du coup, les autres leviers d'action, forcément, ils ont trait à des choses qui dépassent nos individualités, ce n'est pas des gestes individuels. Et du coup, ces leviers d'action collectifs, là, on rentre forcément sur des questions, de mon point de vue, qui sont plus tactiques. Ça veut dire, concrètement, là où on est, dans le milieu dans lequel on est, parce que l'écologie, je le disais tout à l'heure, c'est quand même vraiment bien ça, hein, c'est la science des relations et des conditions d'existence. Donc là où on existe, dans telles conditions, à quoi est-ce qu'on est relié, qui nous permet ou pas de changer nos manières de faire et de changer avec les autres, de faire changer les autres tout en changeant nous-mêmes. C'est ça les interdépendances des écosystèmes, c'est comme ça que le vivant évolue. Et même si on croit que nous on n'évolue pas comme ça, on nous fait croire que pas, de fait si. Et donc on peut faire bouger des équilibres. De ce point de vue-là, il me semble que la question de la mise en réseau et du coup des espaces-temps collectifs pour discuter, pour s'organiser, pour savoir ce que font les autres, ça c'est fondamental. Il y a un vrai besoin. Enfin, moi, pour beaucoup sillonner dans aussi des tas d'autres métiers du livre que ceux des bibliothécaires et puis même pour sillonner plus largement pas mal dans la société, ça pour moi c'est un vrai besoin. Je ressens vraiment une envie d'espace-temps, de dialogue. Les gens ont besoin de se parler, ont besoin de se mettre ensemble autour de la table pour se dire des choses qu'il est difficile de se dire dans les conditions habituelles, normées de notre travail et de nos vies quotidiennes. Et après, je pense qu'il y a des leviers d'action qui sont des leviers d'action plus larges, mais qui sont d'autant plus difficiles à atteindre, qui sont des leviers d'action culturels. Il faut vraiment qu'on change collectivement nos manières de penser et nos manières de faire. Et ça, du coup, on peut le faire pour nous-mêmes, et puis de proche en proche, avec nos amis, nos familles, nos collègues, mais plus largement, ce à quoi on participe aussi, tous et toutes, autant qu'on est dans cette salle, c'est à la construction de la société écologique de demain. Il va bien falloir à un moment donné, même peut-être malgré nous, mais qu'elle advienne, et ce sera peut-être douloureux, mais elle adviendra. Parce que ça ne pourra pas durer comme ça dure maintenant. Enfin, ce développement durable ne durera pas si longtemps que ça, c'est sûr et certain. Ça va devenir de plus en plus difficile de le tenir. Il faudra faire des choix. Les lignes de partage, on voit bien qu'elles sont en train de se recomposer. Et du coup, les bibliothèques, par exemple, pour reprendre vraiment l'exemple des bibliothèques, elles vont devoir, là où elles sont, selon les équipes qu'elles ont, faire des choix. Décider d'aider les gens les plus précaires ou les plus mal à l'aise dans cette société, ou pas, ou continuer à alimenter un système qui fonctionne très bien avec des rentrées littéraires et tout le monde est content sur la photo, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce que les livres permettent? À quoi est-ce que les livres nous sont utiles aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore besoin de livres? Probablement que oui, mais de pourquoi a-t-on besoin de livres exactement? À quoi les livres nous servent? Et comment est-ce qu'ils nous servent aussi à changer nos pratiques, à changer nos modes de pensée, à s'éduquer collectivement? Et donc en tout cas, avec l'Association pour l'écologie du livre, nous on essaye d'être sur ces trois piliers-là à la fois. Ça veut dire à la fois mener des expérimentations concrètes sur des territoires,
dans différents métiers, donc avec des librairies, des bibliothèques, des maisons d'édition, aller à la rencontre des imprimeurs, savoir comment ils fonctionnent, se relier aux institutions et aux structures existantes, par exemple les structures régionales du livre, enfin voilà, des réseaux de bibliothèques, d'autres assos existantes, l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, enfin il y a déjà tout un réseau existant auquel il est possible de se relier, des gens qu'on peut inviter, avec qui on peut discuter, dont on peut écouter la parole et la faire entendre aussi aux gens qui nous entourent. Ça, c'est quelque chose qui, c'est sûr, permet de faire changer, quoi, la preuve par l'exemple et par la parole. Après, la question de la structuration des réseaux, bah, nous, voilà, on essaye aussi, autant que faire se peut, de mettre des pieds un peu partout, d'être toujours un pied dehors, un pied dedans, l'interconnaissance, savoir qui fait quoi, dire, bah, tiens, là, vous savez, dire aux autres, ah, vous savez que là, il se passe ça, vous devriez essayer, vu votre situation. Donc ça aussi, ce truc d'être médiateur aussi, parce que les bibliothèques ont aussi un rôle de médiation, quoi, mais de pouvoir être médiateur ou médiatrice de ce qui se passe ailleurs, comment ça se passe ailleurs, savoir que bah, telle grénothèque à tel endroit, elle fonctionne super bien parce qu'ils ont pensé à ça, et auquel nous, on n'a pas pensé. Et là, c'est là où l'importance du réseau, enfin, pour moi, elle est fondamentale. Et après, en dernier ressort, sur les questions culturelles, bon, enfin voilà, après, c'est vos métiers, pas le mien. Je pense que du coup, il y a en effet tout un truc, enfin, au quotidien, dans l'accueil, sur des questions de formation, de sensibilisation, mais il y a aussi un travail sur le fond. Quel livre on met dans nos bibliothèques, si ce dont on parle, c'est de bibliothèques écologiques, quoi. Est-ce que, alors, bon, de base, tous les livres ont le droit d'être dans les bibliothèques, c'est pas là qu'est mon problème. Mais comment est-ce qu'on travaille les fonds, à quoi est-ce qu'on travaille? Est-ce que là aussi, on a des leviers d'action? Comment est-ce qu'on met en avant les choses? Est-ce que le classement Dewey est encore un bon classement pour parler d'écologie? Véritable question, à laquelle j'ai pas la réponse. Mais ouais, probablement que non. Et comment on crée... Alors, et en même temps, c'est une structure, c'est une méthode qui nous permet de tous et toutes nous parler correctement, c'est un langage commun. Mais comment on crée de la transversalité par rapport à ça? Comment est-ce qu'on ne devrait pas ensemble inventer un classement méta qui vient un peu au-dessus du classement Dewey et qui justement nous permet d'avoir une culture collective écologique un peu différente, de vraiment pouvoir faire des liens et d'arrêter de mettre d'un côté l'écologie scientifique et de l'autre côté l'écologie politique, alors qu'en fait les gens qui écrivent ces livres se parlent sans arrêt, s'appuient sur les mêmes idées, et qu'au fond, au milieu de ça, il y a peut-être un thème, l'alimentation par exemple, qui est la bonne question. Peut-être que la bonne question, c'est pas... Les bibliothèques, je vous interromps. Ouais, bien sûr, je t'en prie. Les bibliothèques, certaines abandonnent la Dewey pour du langage naturel. Donc il y a quand même aussi une évolution. Ouais, non, mais que j'ai suivi, et bien sûr qu'elle a lu, et du coup, quand c'est là où je parle de changement de culture, c'est que ça, c'est encore de l'ordre de l'expérimentation, et enfin, de ce que j'en vois, c'est encore assez marginal. Et donc là aussi, il y a à œuvrer pour que ça devienne quelque chose de partagé, quoi. Enfin, peut-être même qu'on soit formé dès la formation initiale des bibliothécaires au fait qu'on n'est pas obligé de toujours respecter le classement Dewey, par exemple. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter différentes actions mises en place au sein, donc, votre maison d'édition et des bibliothèques? Parce que nous dire il faut faire, concrètement. Vous pouvez y aller? Ah ben, on va pas de maison d'édition. Je parlerai après. Non, mais donc on adopte le langage naturel pour parler d'écologie. Première chose. Non. Nous on a décidé dès 2018 de s'emparer de ces questions d'écologie en équipe. Et donc on a publié en 2019, quand on a mis en place notre système de management environnemental. Alors le système de management environnemental, pour expliquer ce que c'est en fait, on avait soit le choix de faire un bilan carbone, mais un bilan carbone, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de recueil de données. Et là, on n'a pas la maîtrise, hein, surtout que nous, on fait partie d'un centre commercial. Donc, il aurait fallu savoir comment nos lecteurs venaient à la bibliothèque. Bon, une grande partie viennent en transport en commun, mais voilà, ça donnait quelque chose de trop ambitieux pour nos seuls moyens. Donc, on a bien sûr récupéré tous les chiffres par rapport aux fluides, et je fais un suivi. Maintenant, je mets même dans mon rapport annuel les indicateurs par rapport à la question de la consommation énergétique, hein, puisqu'on parle beaucoup. On aborde ça pour la question de l'écologie souvent par un prisme aujourd'hui qui est la sobriété énergétique, sobriété numérique, et ça pose des tas de questions souvent par rapport à l'accueil, à l'accessibilité de tous. Donc je pense que l'ABF a d'ailleurs publié une réponse par rapport à ça, parce qu'il y a des choses
clairement, on ne pourra pas le faire, c'est-à-dire mettre à 18 degrés nos bâtiments, ben non, parce que quand on accueille des enfants polyhandicapés, ben 18 degrés c'est trop froid. Ou couper l'eau chaude, ben non, parce qu'on a des gens qui font leur lessive dans nos toilettes, donc ben non, à un moment donné, c'est là où il faut revenir sur du terrain pour que ce soit le terrain qui dise ben ça on peut faire, ça c'est intéressant, et ça non, donc on va rééquilibrer, et c'est ça en fait, c'est trouver le juste équilibre. Et donc quand on s'est lancé dans nos systèmes de management environnemental, on a commencé d'abord par un diagnostic de tout ce qu'on faisait en termes professionnels, c'est-à-dire à quoi ça correspond en termes d'impact environnemental, d'acheter un livre, de faire de la veille de la veille numérique. Et ben, c'est la consommation de l'énergie, c'est du gaz à effet de serre, c'est de l'épuisement de ressources naturelles. Et donc ce tableau, où on a listé, enfin c'est notre stagiaire Aurore qui l'a fait, qui était au master de management public, démarche qualité et risques sociétaux, qui l'a fait, et à partir de ce moment-là, on a pu faire un plan d'action. Et ce plan d'action, il avait 3 points qui étaient les plus critiques, c'est-à-dire là où vraiment on peut corriger le tir. Donc le premier, c'est du basique, hein, le tri des déchets. Parce que comme on fait partie d'un centre commercial, le tri des déchets n'a pas été pensé. Donc nous avons droit aux déchets industriels banals, au carton parce que c'est des boutiques, hein, et du verre. Donc autant dire que on peut toujours, on a fait une expérimentation pour estimer le poids de papier, enfin, pour savoir où était vraiment notre besoin. Donc là, ça fait 5 ans que je me bats pour avoir des containers, pour avoir du papier, pour avoir du plastique, et sinon, bah, c'est système D, c'est-à-dire on transporte ailleurs pour pouvoir quand même trier. Donc pour dire l'investissement d'une équipe. Hein. Le deuxième point, c'était la question de la classification ou de la non-classification des documents. Donc on a fait une expérimentation sur 18 mois qui nous a permis de voir que le plastique, hein, et Florence qui est dans la salle ne me contredira pas puisqu'on a été lui rendre visite à la BPI, le plastique, il faut en choisir un qui soit recyclable. Or, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est un matériau qui ne l'est pas, donc qui à peine après de la manutention, et puis qui amène une question simple, c'est-à-dire si on met du plastique non recyclable sur nos documents, nos documents ils vont partir à l'incinérateur, ou alors il va falloir séparer le corps d'ouvrage de la couverture, mais voilà, c'est pas écologique. Donc est-ce que c'est nécessaire? Donc se poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Notre expérimentation a montré que non, c'est pas nécessaire de forcément couvrir les documents. Alors oui, on le fait de manière traditionnelle, et c'est pourquoi avec nos collègues on milite, et le SDE nous entend, le service de document des échanges, sur le fait qu'il y a des formations. Là, on va recruter 80 nouveaux collègues, au recrutement sans concours, et bien qu'ils soient formés à l'équipement des documents pour avoir un équipement rationnel. On ne rajoute pas des choses parce qu'on l'a toujours fait. Non, on doit reprendre la constitution du document, surtout qu'ils ne sont pas forcément faits maintenant de manière aussi solide qu'avant. Ça, c'est un de nos regrets, c'est-à-dire qu'on a des cols qui sont moins résistants. D'ailleurs, si on passe à 18 degrés, ou comme nous l'a suggéré, on passe de 18-19 degrés à 12 degrés la nuit, et puis on passe à 19 degrés si jamais, entre-temps, le chauffage n'est pas planté, eh bien on va avoir des cols qui vont péter, des corps d'ouvrage qui vont voilà, et des couvertures qui vont gondoler. Donc rajouter du plastique, ça va certainement pas arranger le problème. Donc on s'est rendu compte que on pouvait ne pas plastifier. Même les romans peuvent ne pas être plastifiés. Je sais, c'est un objet sacré, mais vraiment, on peut ne pas le faire. Et donc là, on s'est lancé dans une seconde expérimentation avec d'autres collègues sur la ville. Il y a Rimbaud, il y a Genevois, il y a Buffon, et on utilise la machine Colibri que nous avait fortement conseillé Florence. Donc on va voir ce que ça donne, et nous, on met même des romans sur Colibri. Pourquoi Colibri? Alors, je ne sais pas si c'est en fait un principe de pochette cahier, et vous enfournez la couverture, hein, je résume, hein. Florence, oui, c'est un protège-cahier. C'est un protège-cahier, un peu, en gros. Florence interviendra après pour vous expliquer ce que c'est que Colibri, mais en gros c'est ça, et ensuite vous avez une machine qui permet de le mettre à la bonne dimension. Mais en tout cas, c'est réversible. Donc ça, c'est le principe de la conservation, hein, et de la restauration, c'est que ce soit réversible. Donc on peut en changer autant de fois qu'on veut, parce qu'on m'a dit, oui, mais parfois, si on emmène à la plage le livre, il peut y avoir des grains de sable. De toute façon, des grains de sable, ils ont aussi dans le papier, donc ça ne change pas le problème. Et puis après, vous le changez. C'est ça qui est vachement bien. Et a priori, ça serait recyclé. Et notre troisième plan d'action, je
Troisième point, notre point d'action, c'était la question de l'après. On désherbe les documents. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors nous, on le sait, ce qu'on en fait. On propose déjà aux collègues du réseau. Et on a la chance d'avoir un des plus gros réseaux de lecture publique. Donc ça, c'est chouette. On ne veut plus d'un document, on s'en sépare, il est en bon état, d'autres collègues le prennent. Si les collègues ne le prennent pas parce que ça ne les intéresse pas ou qu'ils l'ont déjà, on peut proposer la réserve centrale. Ça, c'est super aussi, mais ils ont une capacité de stockage qui est limitée. Et la question du stockage se pose, parce qu'il y a aussi la question des ouvrages numériques. Et après, si jamais la réserve centrale ne veut pas, on peut le proposer à l'ADEL. Et donc, qui va le proposer à des associations. Donc, nous, on s'est posé les questions de développer l'ADEL. Et bien non, j'en suis incapable, parce que je sais que c'est une antenne de distribution, mais je ne sais plus la développer son rôle. Oui. Le rôle de l'ADEL, c'est de proposer aux associations de venir sur place, étudier les collections qui sont présentes et de pouvoir avoir un dépôt, parce que nous ne donnons pas les documents, puisque les documents, pour être sortis du domaine public, devraient passer par le Conseil de Paris pour une dédomanialisation. Donc actuellement, nous mettons en dépôt pour 30 ans. Nous espérons juste que les associations ne vont pas nous les rendre au bout de 30 ans, parce que nous ne saurons pas quoi en faire. Donc clairement, ne nous les rendez pas. En revanche, nous travaillons sur des solutions actuellement avec le bureau des bibliothèques et le SDE sur des projets, je ne sais pas si on va entendre d'en parler, mais des projets secondaires pour pouvoir donner une seconde vie à ces documents et ne pas faire les choses comme ça de manière expérimentale. Donc ça, c'est le troisième point, et c'est vraiment un nœud, parce qu'on parlait d'écosystème, d'économie du livre. Aujourd'hui, et c'est une étude qui a été rendue par The Shift Project sur les librairies, il y a un marché du livre d'occasion. Parce que finalement, les lecteurs, leurs usages sont hyper intéressants, parce qu'ils se sont posé des questions presque avant nous sur qu'est-ce qu'on doit faire des livres qu'on ne peut pas conserver à terme. Donc voilà, donc nous on a fait ça, et dans le même temps, on a publié un guide de la bibliothèque verte. Alors on n'est pas du tout vertueux, puisque je vous l'ai dit, on n'a pas de tri des déchets, on plastifiait, etc. Mais en équipe, on faisait beaucoup de choses. Et l'idée de ce guide, c'était à un moment donné de s'arrêter, à tenter, et de se dire mais qu'est-ce qu'on fait tous collectivement, et de voir, parce que moi j'ai une vision du projet. Mais à un moment donné, on peut se perdre entre mes collègues qui font de la programmation culturelle, mes collègues qui font des accueils scolaires, nous qui sommes en responsabilité managériale. Et donc on a fait ça en intelligence collective avec des tas de papiers dans le couloir, et les collègues ont mis ce qu'ils faisaient et ce qu'ils voulaient faire en termes de circuit du document, services aux usagers, communication, donc aussi tout simplement déjà vide bureau. Les pots zéro déchet, est-ce qu'on a une mobilité douce? Alors on va se dire, ah c'est super le vélo, mais quand vous n'avez pas de rack à vélo, vous les mettez où les vélos? Parce que les architectes, ils n'ont pas prévu de rack à vélo. Alors le maire d'arrondissement, il me dit, mais regardez Sophie, on a fait un rack, là, il n'y a pas très loin, je suis très fière. Je lui dis, mais c'est notre point de deal. Bon, je ne suis pas sûre que je vais proposer à mes collègues de mettre leur vélo là. Donc j'aimerais bien un garage à vélo. Donc voilà, c'est se poser ces questions. Et à chaque fois, on se dit, bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, qu'est-ce qu'on voudrait faire demain? Et ça, à ce moment-là, cet outil qu'on a fait pour nous, pour l'équipe, mais après on s'est dit, bah, allez, on diffuse. C'est aussi un outil qui nous sert pour nos décideurs, pour leur dire, eh bien, moi je rêve, et j'ai envie que mon rêve devienne réalité. Et c'est comme ça que, par exemple, moi je rêve d'avoir un jardin, parce qu'à Yourcenar, on a eu la chance d'avoir un jardin, et on en a fait un jardin pédagogique, et ça a été de haute lutte aussi. Pour l'ouvrir, c'est compliqué, parce que l'architecte n'a pas pensé le système de sécurité incendie par rapport aux portes qui donnent sur le jardin. Donc si vous ouvrez les portes sur le jardin, vous déconnectez tout le système du bâtiment. 7 niveaux, on ne va pas déconnecter comme ça. Surtout c'est un bon déficient visuel. Donc voilà, c'est là où les choses sont toutes interconnectées. Et donc nous, on est arrivé d'un jardin dans notre centre commercial. Et bien maintenant, je vais avoir des jardinières à disposition pour pouvoir jardiner. Donc il faut rêver. Alors je peux parler rapidement des éditions Wild Project, mais je reparlerai aussi de l'association pour l'écologie du livre parce que c'est plus interprofessionnel. En tout cas, Wild Project est une petite maison d'édition, somme toute artisanale, basée à Marseille, qui occupe la
une place à l'intérieur du système de diffusion-distribution classique. Donc, comme une bibliothèque, quoi, on est aussi pieds et poings liés par des tas de modes de fonctionnement qu'on ne peut pas changer nous-mêmes. Mais tout cela étant dit, en tout cas, au Wild Project, nous, surtout, c'est les livres qu'on publie qui nous importent, c'est-à-dire d'amener en langue française et de diffuser ces pensées de l'écologie dans leur grande diversité et aussi leur radicalité. Et ça, on s'évertue à le faire en essayant de ne pas croître, ce qui est déjà un beau projet. Donc on fait 10-12 livres par an et on essaye de ne pas en faire plus. Et on a une sélection du coup assez drastique sur ce qu'on publie. On imprime en France avec du papier français, on travaille avec Belles Lettres Diffusion, qui pour le coup est un diffuseur-distributeur qui est plutôt vertueux, qui existe depuis longtemps, qui force pas trop la main, enfin il n'y a pas trop de force de vente on va dire. Et on a très très peu de taux de retour. Donc on va dire que voilà, on a en tout cas une forme d'équilibre et de stabilité. Je ne sais pas si c'est exemplaire, mais en tout cas, nous, ça nous convient assez bien. On a l'impression de ne pas pouvoir faire beaucoup mieux, si ce n'était en prenant certains risques, et on ne sait pas à l'avance si le jeu en vaudrait la chandelle. Donc, en tout cas, pour l'instant, ça nous convient très bien. Et après, c'est Wild Project qui a aussi publié le livre de l'Association pour l'écologie du livre, qui s'appelle Le livre est-il écologique, qu'on avait publié en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Et autour de ça, donc les éditions Wild Project sont aussi vraiment engagées dans l'association, mais je reviens à l'association parce qu'aujourd'hui dans l'association pour l'écologie du livre, il y a plus de 400 membres, et c'est des personnes individuelles qui sont dans l'association, donc qui toutes et tous travaillent dans des structures et des institutions, mais qui sont là en tant que personnes, pas pour représenter des institutions, mais par un engagement volontaire, militant. Et donc avec l'association, en termes d'action concrète, bien entendu, on essaye de mener pas mal de choses. Donc il y a premièrement tout un travail d'expérimentation avec ce réseau, mais où on a par exemple des librairies qui essayent de faire des bibliothèques militantes dans leur cave et de voir comment est-ce que ça change leur relation avec leurs clients lecteurs. On a des groupes de travail locaux qui essayent de se monter et de penser les questions interprofessionnelles à 20 km à la ronde autour d'une bibliothèque ou d'une librairie. Il y a plein de choses de cet ordre-là qui sont menées. On a aussi tout un travail depuis le début sur les questions numériques, et donc là on est en train de passer un peu la seconde, comme on dit. On est en train de réaliser un centre de ressources sur notre site internet qui sera prêt à la fin de l'année. On est vraiment dedans là, mais qui va vraiment être un commun numérique sur l'écologie du livre. L'idée c'est vraiment de pouvoir poser dans la complexité qui est la nôtre, c'est-à-dire ces 3 écologies du livre, tout un ensemble de bonnes questions, qui nous paraissent être des bonnes questions. Par exemple, peut-on être propriétaire d'un livre? Ça reste des questions, mais vraiment, qui est propriétaire de quoi quand on fait des livres? Et comment on rentre dans cette question-là, et à la fois du coup renvoyer vers des documents, renvoyer vers des expériences concrètes, renvoyer vers des réseaux qui ont pu travailler cette question, et du coup créer un centre de ressources qui fasse des liens entre toutes ces questions, et qui permettent aux gens à la fois d'avoir des réponses très pratico-pratiques et concrètes s'ils et elles le souhaitent, mais en même temps aussi de peut-être approfondir un peu les sujets, donc justement de ne pas rester sur la superficialité des choses. Et après, dernier exemple que je pourrais donner, quand même depuis quasiment 2 ans, les structures régionales du livre, elles se sont beaucoup emparées de la question, et il y a plein de choses qui sont menées dans les régions qui tentent autant que faire se peut de se coordonner, mais c'est pas toujours simple. Et nous, à l'intérieur de ça, on mène quand même pas mal de choses. Donc on fait beaucoup de formations par ailleurs aussi, c'est un truc que j'ai pas dit, mais notamment de la formation pour les bibliothèques, on en a fait pas mal et on continue à en faire beaucoup, aussi pour les libraires. Mais on essaye d'organiser avec les agences régionales du livre des temps interprofessionnels. Des temps où on peut à la fois rencontrer, un peu comme aujourd'hui là, rencontrer une diversité de personnes qui peuvent nous éclairer sur le sujet, mais aussi une chose qui est importante pour nous et qui a vraiment été au fondement de la création de notre association, c'est aussi de faire de l'éco-fiction, d'utiliser la fiction, donc les outils du rêve et de la projection collective dans ce qu'on désire pour demain, pour vraiment parler d'écologie. Une bibliothèque vertueuse dans une société écologique, qu'est-ce que ce serait? Comment ça se passerait concrètement? Comment est-ce que chacun et chacune d'entre nous rêve que ça se passe? Et ça, on en fait un commun, on le met en discussion, et on se rend compte que
il y a des complémentarités, mais il y a aussi des désaccords, il y a des dissensus, et c'est bien normal, et tant mieux en fait. Parce que ces désaccords-là, ils nous permettent, souvent c'est des vrais sujets à aborder. Plastique ou pas plastique? Ouais, mais est-ce que c'est une question simple? Non, probablement pas tant que ça. Et donc comment on rentre dans cette question-là, et comment est-ce qu'on envisage du coup d'autres formes de circularité, d'autres liens avec le territoire? Donc voilà, ça on le mène beaucoup, et aussi beaucoup de... du coup, le dernier exemple peut-être, mais qui est encore plus concret, parce qu'il ne s'agit pas que de discuter. Par exemple, avec l'Agence régionale du livre de Normandie, qui s'appelle Normandie Livre et Lecture, et la Maison de l'Architecture de Normandie, je viens de mener là toute l'année, avec donc, tout un tas de personnes, et l'école des Beaux-Arts de Caen, on a mené une enquête sur un affluent de l'Orne. Donc l'Orne, c'est le fleuve qui passe à Caen et qui se jette à Ouistreham, là où on prend les gros ferries pleins d'énergie fossile pour aller en Angleterre, pour aller à Cork. Non, je rigole. Bon, ça va alors. Et donc il y a un affluent de ce fleuve qui s'appelle le Noireau, sur lequel historiquement il y avait énormément de moulins papetiers au 19e siècle. Et donc c'est un espèce de patrimoine industriel abandonné. Et on est parti enquêter le long de cette rivière avec des étudiantes et des étudiants pour imaginer ce que ça pourrait être la relocalisation de la fabrication et de la circulation des livres le long de cette rivière, quoi, avec la force du courant, les chemins de halage. Et donc on a mené cette enquête qui a finalement donné lieu à la création d'un livre donc, qui existe en 40 exemplaires et qui ne se vend pas, qui s'appelle De sève et de plomb, et qui est un livre qu'on a imprimé nous-mêmes en risographie, qu'on a relié, donc c'est un dos cousu à la main. Voilà, on a essayé de faire le livre le plus écologique des 3 écologies du livre possible. Donc qui à la fois mélange différentes, donc une matérialité, mais aussi différentes formes à l'intérieur, de l'enquête, des poèmes, des photos, enfin, et du coup de mettre des étudiants et étudiantes qui étaient dans un master au sein de l'école des Beaux-Arts, création graphique et édition, donc qui se destinent aussi à faire des livres, et de réfléchir vraiment ensemble à qu'est-ce que ça pourrait être leur métier demain. Si en 2040 on avait relocalisé la production, la fabrication et la circulation des livres sur cette rivière, comment vous aimeriez travailler? Qu'est-ce que vous feriez? Et donc ce à quoi ils et elles ont pensé, voilà, par exemple, je vous donne l'exemple parce que c'est assez marrant, il y a une ligne de chemin de fer abandonnée entre Caen et Flers, ils ont dit on va faire une maison d'édition mobile, on va récupérer un vieux train et la maison d'édition elle va circuler sur la voie de chemin de fer partout dans le bocage, et c'est la maison d'édition qui va aller aux gens. Où ils ont dit on va faire tout un réseau de colporteurs et de colporteuses, les noiraudeurs et les noiraudeuses, parce que c'est le Noireau, et ils vont circuler partout avec de la vannerie, porter les petits bouquins, aller vers les gens, et les gens du coup peuvent aussi écrire les livres de la maison d'édition, et on change complètement la manière de fabriquer les livres, c'est beaucoup plus collectif, il y a beaucoup moins d'autorat. Et puis ils ont dit ouais, mais quand même la question de la production, genre concrètement, matériellement, on va relancer une manufacture de lin. Il y avait beaucoup de lin, et donc on va se remettre à faire des vêtements, et on va refaire les vêtements nous-mêmes, parce que produire du lin en Normandie, c'est pas compliqué. Et du coup, avec les vêtements usagés, les chiffonniers et les chiffonnières, on relance l'activité, et on récupère les vêtements usagés pour refaire le papier qu'on donne à la maison d'édition qui est sur son chemin de fer. Et ouais, c'était de la fiction, mais ça tenait à peu près. Et ça, je pense que là aussi, ces expériences collectives d'imagination, elles sont transformatrices, elles sont utiles, et je pense qu'après, dans les faits, quand concrètement on revient à son quotidien, ça nous aide aussi à nous projeter autrement dans tout ce qu'on peut faire, ce pourquoi on le fait, ce à quoi on tient, quoi. Parce qu'en dernier ressort, on continue à faire ces métiers-là, c'est pas pour rien, il y a des choses auxquelles on tient et qu'on doit aussi défendre, et peut-être soutenir, essayer de diffuser encore plus. Donc voilà, petit exemple concret et sympathique. Et donc il y a des maisons d'édition, dont La Butineuse, qui dès sa création en 2020 fait de l'impression au plus près de la demande. Ce qui est une pratique qui, pour les professionnels des bibliothèques, n'est pas très valorisante. Quand on entend publication à la demande, on a l'impression que ce n'est pas fiable. Alors que c'est notre regard qui doit changer. Et donc La Butineuse le fait. Et le côté imprimerie, un peu comme vos étudiants, il y a une maison d'édition qui s'est emparée de l'écologie en choisissant son encre, son papier, dont j'ai oublié le nom, bien sûr, qui s'appelle BLF, qui est installée près de Limoges. En tout cas, dans l'association pour l'écologie du livre, il y a je sais pas, je dirais 20 ou 30 maisons d'édition qui toutes et tous ont quand même
même des pratiques assez vertueuses. On discute beaucoup sur ça, hein. Donc on a des groupes de travail en interne à l'association aussi, et il y a un groupe fabrication dans lequel il y a vraiment un travail qui est mené à ce sujet-là. Notamment il y a les éditions La Cabane Bleue qui font de la littérature jeunesse, qui travaillent depuis vraiment longtemps sur le sujet, et les filles qui portent cette maison d'édition sont aussi très, très au clair. Après, moi, une fois encore, on va dire d'une certaine manière, je m'évertue à ne pas avoir de réponse sur l'écologie du livre. Et la question de l'impression à la demande, par exemple, je trouve que c'est une belle question épineuse. Parce que d'un côté, ce que fait la butineuse, c'est utile pour interpeller. Mais par ailleurs, on sait aussi d'expérience qu'il y a des tas de moments où on rentre dans une bibliothèque, où on rentre dans une librairie, et on ressort avec un ou des livres qu'on n'avait pas du tout prévu d'emprunter ou d'acheter. Et donc la question de à la demande, c'est-à-dire qu'il faut le demander, et que des fois il y a aussi des rencontres et ça nous tombe dessus sans qu'on l'ait demandé, quoi. Donc en tout cas la question que ça pose, et qui est une question sur laquelle on a aussi pas mal travaillé avec l'association pour l'écologie du livre, c'est la question de la surproduction. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire surproduction? Et en fait, surproduction, pareil, c'est pas si simple que ça. Est-ce que vraiment c'est de la surproduction ou pas? Parce que de fait, on pourrait dire, on va diminuer de moitié le nombre de titres qu'on publie chaque année. Ouais, mais ça, concrètement, ça va drastiquement réduire la bibliodiversité, la diversité des bouquins qui sont produits. Donc est-ce que vraiment c'est une question de surproduction, ou est-ce que par exemple c'est une question de surimpression? Mais surimpression de qui? Parce que nous, par exemple, les éditions White Project, on fait 12 livres par an, on les imprime à 2000 ou 3000 exemplaires selon les livres, et on n'a quasiment pas de taux de retour. Donc nous, on ne fait pas de surimpression. Et des maisons d'édition qui font ça, il y en a plein. Il y en a même pas des centaines, je pense des milliers. Par contre, il y a certaines maisons d'édition, et il faut bien aussi, de certains moments, genre parler des gros, quoi. Non, mais quand même, dont la raison d'être, c'est la politique du best-seller, c'est de surimprimer 10 livres en pariant sur le fait qu'il y en a un qui va marcher et qui va rattraper les 9 autres. Et c'est comme ça que marche le système éditorial dans lequel on vit. On imprime 10 livres à 100 000 exemplaires, il y en a un qui se vend à 100 000, ou à 200 000, 300 000, 400 000, et tous les autres qui se sont vendus à 10 000, mais où il reste 90 000 bouquins sur les bras, ceux-là, ils ont été rattrapés, on n'a pas perdu d'argent. Oui, mais concrètement, le pilon de ces livres-là, qu'est-ce qui devient? On en fait quoi? Et là, pour le coup, si on commence à rentrer dans cette boîte noire, vous le savez bien, je pense aussi, mais là, ça devient très problématique. En fait, on coupe des arbres, qui ne sont même pas des arbres chez nous, hein. C'est le papier en France aujourd'hui, 1% des livres sont sur du papier recyclé en France aujourd'hui, et la pulpe vierge avec laquelle on fait le papier, les arbres, hein, si on voulait imprimer les livres, donc le papier en France, les livres en France, c'est 7% du papier, c'est déjà très peu. Hein. Si on voulait ne serait-ce que imprimer en France, sur notre territoire, l'ensemble des livres, il faudrait recouvrir une surface équivalente à la région PACA, tout le sud-est de la France, de forêt uniquement pour les livres. C'est intenable. C'est fou comme système. Et donc on fait venir de la pulpe de papier des 4 coins de la planète pour imprimer ces livres. Donc mettons, il y en a par exemple imprimé 100 000, que 10 000 ou 20 000 de vendus. Les 80 000 qui restent, ceux-là ne redeviennent pas des livres. C'est faux, très rarement. Globalement, ce qu'ils deviennent, c'est des cartons d'emballage, du papier toilette, éventuellement un journal si on a de la chance, mais si peu. Et donc la question véritable derrière ça aussi, c'est pour qui on imprime? Pourquoi on imprime? À quoi est-ce que ça sert? Qu'est-ce qu'on alimente en faisant ça? Et si l'enjeu c'est de se faire de l'argent, ce qui est le cas pour quand même une part importante de celles et ceux qui gagnent de l'argent avec les livres, parce que pareil, rappelons-le, en fait, avec des livres on ne gagne pas d'argent. Historiquement, les libraires éditeurs qui existent depuis le 18e, 19e siècle, si on est à l'équilibre à la fin de l'année, ça va. Au mieux, on a 2 ou 3% de bénéfices. C'est comme ça que fonctionne la majorité des librairies indépendantes et des maisons d'édition. Et si on veut réussir à se faire 20 ou 30% de marge sur un livre, il faut rentrer dans un mode de production qui est différent, qui n'est plus le même. C'est plus de l'artisanat, c'est industriel. C'est comme Zara, c'est comme faire des jeans, ou c'est comme faire de la lessive. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ça devient des produits qu'on place, on occupe des mètres linéaires dans les supermarchés ou dans les librairies, et c'est ça qui permet de vendre ces livres, on occupe de l'espace. Mais donc c'est pour ça que la question de l'impression à la demande, pour moi, elle est vraiment intéressante dans le sens où, par exemple, moi j'aurais tendance à dire que ce que je vous décris là comme manière de faire des livres, d'éditer, ce n'est pas mon métier. Je ne fais pas le même métier que ces gens-là, j'ai pas l'impression. Je ne crois pas qu'on fasse la même chose. Et pour le coup, on ne se le dit pas. C'est assez... finalement, est-ce qu'on regarde vraiment qui publie quoi? Par exemple, la rentrée littéraire. Quels sont les livres qui marchent? Qui a le prix Goncourt? Et la personne qui a le prix Goncourt, la maison d'édition, elle se comporte comment
comment elle publie, comment elle paye les gens, avec qui elle travaille, où est-ce qu'elle imprime. Ça, globalement, on ne le sait pas, on en parle très peu. On en parle beaucoup plus, en tout cas, pour nos fruits et légumes et dans nos supermarchés que pour nos livres, alors que probablement qu'on devrait le faire autant. Enfin, ce ne serait pas inutile, je crois. Tu veux dire un truc ? Et donc, après tout ça, cette révolution, comment on peut nous former les professionnels des bibliothèques et comment peut-on après sensibiliser le public à ces questions d'éco-responsabilité? Parce que ne pas recouvrir les livres, ça fait peur aux bibliothécaires, parce qu'il n'est pas protégé, parce qu'il y a une question de budget, est-ce qu'on peut racheter un document, il y a comment donc sensibiliser et les professionnels et le public. Est-ce que vous avez des petites idées? De toute façon, très panoramique, mais après je donnerai la parole à Sophie qui est formatrice et qui du coup a une action concrète sur ces questions de formation. Il y a de multiples enjeux autour de la formation des professionnels. Il y a une formation, et pas que des professionnels d'ailleurs, il y a eu une annonce en octobre de formation générale des agents de la fonction publique aux enjeux de sensibilisation aux enjeux de transition écologique. Donc ça déjà, ça nous concerne aussi, les bibliothécaires. Et puis, il y a des enjeux qui touchent à une approche, une déclinaison métier. C'est quelque chose qu'on va pouvoir aborder avec la formation continue, formation tout au long de la vie, et puis aussi dans la formation initiale des professionnels. Donc, c'est une offre de formation qui se structure. Je pense par exemple à la formation continue. Sophie intervient notamment à l'ENSIB. On a créé cette année tout un parcours en 5 focus qui peuvent être suivis de façon indépendante ou de façon complète pour essayer d'aborder toutes ces facettes d'enjeux d'accompagnement des professionnels dans leurs actions autour des enjeux de transition écologique. Et puis dans la formation continue, formation initiale des professionnels. Aussi, si je prends l'exemple de l'ENSIB, la formation des conservateurs a intégré cette année 2 journées complètes de formation sur ces enjeux-là. Donc l'articulation entre enjeux environnementaux et bibliothèques. Je vais peut-être compléter aussi sur quelque chose qui relève moins de la formation que de la montée en compétences collectives, interprofessionnelles. Il existe aussi des outils, je pense au webinaire qu'anime Fanny Valenbois, par exemple, du bureau des acclimatations, des lead guides. L'ENSIB a développé un lead guide de bibliothèque et enjeux climatiques. Il y a d'autres façons aussi d'accompagner une montée en compétences collectives, ce qui est moins de l'ordre de la formation, mais plus d'une forme d'échange de compétences, échange de savoir qui me semble aussi intéressante à explorer sur ces questions-là. Oui, la classification fait peur, mais en même temps, quand on fait un benchmark, on se rend compte que les bibliothécaires sont en train de changer leurs habitudes, y compris dans les bibliothèques universitaires. Et en fait, il y a beaucoup d'expérimentation là-dessus. Et c'est un des premiers leviers où on peut sensibiliser ces équipes déjà, puisqu'on est sur vraiment le cœur de métier, même si je peux dire, et sur le document. Effectivement, avec une collègue, Elisabeth Arquier, qui a rédigé le premier PCSES, donc projet culturel, social, économique et scientifique, non, j'oublie un truc. Donc PCSES à Venelle, nous avons monté une formation de 2 jours que nous donnons dans le cadre à la demande des CNFPT, à la demande de l'INET aussi, et aujourd'hui de l'ENSIB. Donc l'idée d'abord, c'est de former les collègues à l'ensemble des questions qui peuvent nous impacter, que ce soit déjà connaître le cadre réglementaire, quelles sont les normes. On a 2 lois qui nous servent, par exemple, que ce soit la loi pour la transition écologique et la loi Robert, notamment pour l'article 13 par rapport à la survie des documents. Et donc faire prendre conscience de ça, et ensuite poser aussi la question de comment on utilise nos bâtiments. Pour moi, ça c'est très important parce que c'est le cadre aussi qui va agir sur les collègues, et en termes de conscience aussi, parce que si vous êtes dans un bâtiment où quand il y a une canicule, vous ne pouvez pas travailler,
ça peut vous sensibiliser d'autant plus sur les bons gestes à avoir, sur la demande de travaux, de rénovation, mais même vous au quotidien, comment vous pouvez contribuer à limiter l'impact énergétique. Et en plus, il y a des outils à la ville, il y a les ambassadeurs de l'énergie qui peuvent faire avec vous un autodiagnostic. Donc il y a plein de moyens. Donc on a monté cette formation pour voir un peu tous ces aspects de projet de service, de sensibilisation des équipes. Alors à la Canopée, c'est Alice Larmagnac qui est la pilote du groupe projet, c'est un groupe de travail transversal, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre projet d'établissement. C'est inscrit dans le cadre du plan Lire à Paris, et avec la question de l'éco-citoyenneté, on s'est dit, voilà, on veut une bibliothèque plus verte, donc on a un groupe de travail qui réfléchit, et en intelligence collective, et donc moi j'en fais partie en tant que simple agent, et on fait des propositions collectives, et après on expérimente beaucoup de choses. Donc pour se sensibiliser, on se forme aussi, donc on sensibilise les collègues avec des actions, des formations en interne sur la mobilité douce à Paris, sur l'arpentage. On parlait de lecture à voix haute avec, par exemple, bibliothèque avec ATD Carmonde. On fait venir des partenaires, on travaille beaucoup avec les partenaires locaux, donc que ce soit les partenaires institutionnels, la direction des espaces verts, ou avec associatifs, la recyclerie locale, ou avec le SICTOM, qui est l'agence de traitement des déchets. Donc voilà, on s'empare aussi de tous les outils à disposition pour se former, et une fois qu'on est formé, pouvoir aussi sensibiliser les usagers, parce qu'on est mieux informés. On a 2 de nos collègues qui se sont formés à la fresque du climat, et donc qui, à ce titre, peuvent maintenant faire des formations au niveau des scolaires, et fait une formation en équipe. Donc ça nous a permis aussi, par ce jeu de cartes, de pouvoir remettre qu'est-ce qui est de la cause et qu'est-ce qui est de la conséquence, et où on intervient et à quel niveau on peut intervenir. Mais après, il y a des tas de formations aussi proposées par le catalogue pour la formation. Par exemple, se former à un événement éco-responsable. On a ce projet de former à la bibliothèque verte avec Alice, mais on ne l'a pas encore mis en place, parce qu'on a eu quand même beaucoup d'événements à la Canopée qui nous a fait retarder ce projet, mais on l'avait, et on voudrait que ce soit en intelligence collective toujours, parce que voilà, c'est l'idée, d'abord je pense, de cette prise de conscience collective, et ensuite on peut agir à différents niveaux, que ce soit au niveau social, lutter contre la précarité, accueillir mieux. On a mis en place la lutte contre la précarité menstruelle, par exemple, des choses simples, et puis participatif. Donc là, on a une nouvelle stagiaire en développement durable, Sophia, actuellement, et on va travailler sur la question du genre, de la lutte contre la discrimination, et donc on va revenir on fait une enquête à chaque fois, des enquêtes, et du participatif, en associant les usagers à notre réflexion collective. Et ça, moi je crois beaucoup au participatif, et on a un exemple comme ça en Bretagne, d'un tiers-lieu qui se crée avec justement du local. C'est-à-dire on va faire les briques en pisé, on va avoir un four à bois, parce que c'est une région avec du bois. On va faire un jardin, on met une ruche, mais parce que ça a du sens. Et puis il y a donc une dimension sociale très importante, puisque c'est pas simplement une bibliothèque. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Sophie. Oui, tu parlais de prise de conscience, et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a une forme de formalisation de cette prise de conscience, avec l'émergence de fonctions référents développement durable, transition écologique dans les équipes. Et ça, je pense que c'est un marqueur assez intéressant. Et puis aussi dans le dernier référentiel national des compétences des bibliothécaires territoriaux, piloté par le ministère de la Culture, on voit apparaître une compétence transversale autour de la transition écologique et de la responsabilité sociétale. Et je trouve que c'est aussi des points d'attention, d'une prise de conscience et d'une mobilisation de la profession sur ces enjeux de montée en compétences. Non, moi je voulais juste peut-être très rapidement réexpliciter un peu plus ce que fait l'association pour l'écologie du livre en termes de formation, et notamment à destination des bibliothèques, parce que ça recoupe vraiment ce que tu dis. Donc une fois encore, nous un des enjeux dans la formation, et d'ailleurs on rigole souvent à dire qu'on fait peut-être plus de la déformation que de la formation,
Mais c'est vraiment cette question de la prise de conscience collective, c'est vraiment une chose dans laquelle je me reconnais. Et où du coup on essaye à la fois, donc on a beaucoup travaillé surtout avec des réseaux de bibliothèques départementales, c'est principalement, en fait on attend que ce soit des personnes qui fassent appel à nous, et donc c'est principalement les bibliothèques départementales qui nous ont fait cette demande. Et franchement on pourrait en faire plus que ce qu'on fait, quoi. Mais le module qu'on a mis en place, c'est un module vraiment de compréhension et de réflexion collective sur ce que c'est exactement que l'écologie. Qu'est-ce que c'est que l'écologie, d'où ça vient, on raconte son histoire, c'est quoi le paysage éditorial de l'écologie, comment on lit et on décrypte les publications en écologie mais dans leur sens large, et du coup aussi tout type de livres confondus. Il faut aussi parler de manga, de jeunesse, du coup des liens avec les films, la musique, il y a cette idée aussi de casser des tas de cloisonnements qu'on peut avoir. Et après une espèce de réflexion collective qui du coup à chaque fois est propre aux personnes et aux territoires du coup dans lesquels on va, mais d'essayer d'imaginer ensemble ce que ça pourrait être qu'un réseau de bibliothèques écologiques ici, là, comment ça se passerait, comment on s'organiserait, qu'est-ce qu'il y a déjà d'existant sur lequel on pourrait s'appuyer. Et là on se rend compte qu'en fait, même ne serait-ce que sur un même territoire, les bibliothèques ne se parlent pas assez entre elles, en fait, on pourrait se parler beaucoup plus parce qu'on voit bien que les bibliothécaires apprennent entre elles et eux des tas de choses. Ah non mais tu fais ça toi, ah mais génial parce que moi j'avais fait ça. Et donc déjà ces temps-là en fait ils existent probablement pas assez. Et après bon voilà, et en se projetant ensemble dans des imaginaires, quoi, des potentialités, on voit aussi que les bibliothèques pourraient probablement avoir bien d'autres rôles que celles qu'elles ont actuellement, ou en tout cas mettre encore plus en avant certains des rôles qui pour l'instant sont un peu marginaux ou ne sont que le fruit de l'engagement individuel de certaines des personnes qui y travaillent. Et notamment, je me lance pas trop, je pense qu'on en reparlera, mais vraiment sur ces questions d'accueil et sur ces questions de construction d'une culture collective écologique située, locale, à un endroit donné, quoi. Comment on vit ensemble ici de façon écologique. En fait, les bibliothèques sont quand même des lieux d'accueil inconditionnels et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de moins en moins dans le monde dans lequel on vit. Quand c'était le confinement avec le Covid, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits où s'arrêter une fois que tous les magasins étaient fermés, quoi. Et ça, je pense que ça aussi c'est important, quoi. Qu'il y a une forme de rénovation entre guillemets du rôle des bibliothèques, ou en tout cas d'extension du rôle des bibliothèques, et qui pourrait être, je sais pas si écothèque ça veut dire quelque chose, mais peut-être qu'il y a un truc à jouer dans ça, de dire qu'en fait que ça peut aller quand même vraiment, c'est déjà le cas à plein d'endroits, mais d'aller vraiment encore un cran ou plusieurs crans plus loin sur le fait que les bibliothèques sont quand même des lieux publics, ouverts, qui brassent énormément et où il y a vraiment la possibilité de construire en commun des manières de vivre, de faire, de se parler, d'agir autrement, quoi, d'être vraiment des lieux ressources encore au-delà de la question des médias, quoi. Oui, d'ailleurs, quand on avait rencontré Carlos Moreno, donc urbaniste, sociologue, qui est l'auteur du concept de la ville du quart d'heure, lui, il avait fait, il avait dit 15 minutes, 20 minutes, bon, il avait choisi 15 minutes, et finalement, il avait mis au centre l'école. Et quand on a échangé avec lui, qu'on lui a dit, mais non, en fait, c'est pas l'école qui remplit les 7 fonctions, c'est la bibliothèque. Et il nous a rejoints parce qu'on est le seul lieu gratuit, ouvert à tous, accessible, et qui prend en compte aussi toute cette évolution sociétale, parce qu'actuellement, on dessine, tu disais un avenir assez sombre. Bon, moi, je suis plutôt quelqu'un de résilient et je crois plutôt optimiste. Et je crois à la faculté d'adaptation. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on a une révolution sociétale. On doit changer de manière de vie. D'ailleurs, on change de manière de vie. Alors, on aimerait que ça aille plus vite parce que vu la crise du Covid qu'on s'est tapé, on se dit finalement on revient très vite à l'ancien monde alors qu'on nous projetait sur le nouveau. Mais néanmoins, on est sur un changement sociétal aujourd'hui et nos usagers le savent. Et c'est pourquoi les bibliothèques se transforment. Et on voit même dans les bibliothèques universitaires ces changements. Aujourd'hui, beaucoup sont sur une labellisation, développement durable et responsabilité sociétale. Alors c'est quelque chose qui est descendant et eux se demandent mais comment on va s'en emparer alors qu'avec la loi Campus on a hérité de bâtis qui sont énergivores et qu'on n'a pas les budgets pour les rénover. Mais malgré tout, ils commencent à s'intéresser à la précarité étudiante. Ils mettent en place des nouveaux services, ils mettent en place des fringothèques, comme ça a été à Lyon
récemment, avec des braderies qui s'organisent, ou bien le prix Livre Hebdo, le Grand Prix Livre Hebdo cette année, qui a été décerné à la bibliothèque de Sciences Po à Lille pour justement tout le côté participatif, donc les étudiants qui ont décoré leur cuisine en portant leurs vieilles assiettes, leurs mugs, et qui ont mis en place une outitech aussi, parce qu'on parle du livre, est-ce qu'on est propriétaire d'un livre, mais est-ce qu'on est propriétaire d'une perceuse? Oui, souvent. Eh ben, notre perceuse va nous servir 10 fois sur la vie d'une perceuse. Autant dire qu'on a intérêt. Alors peut-être que c'est nous, les bibliothèques, qui nous emparons de ces questions-là en devenant des outitech, des créatech, comme à Rouen, des fringothèques, comme nous avons lancé notre ZAD à la Canopée, pour zone à donner, pas zone à défendre. Mais peut-être que finalement, c'était pas à nous de le faire. Donc pourquoi est-ce qu'on s'empare de ces questions-là? C'est parce que le rôle social, aujourd'hui, il a pris une expansion dans les bibliothèques qui fait que même nous, on est obligé de se dire mais quelles sont nos limites? Pour compléter ce que dit Sophie, pourquoi les bibliothèques? Parce qu'elles ont aussi un maillage très fort auprès des publics. Et c'est quand même une spécificité, une singularité. C'est des lieux ouverts et gratuits. Elles ont ce rôle d'agentivité et de lieu de transformation publique qui est très fort. Et moi aussi, pour rebondir rapidement, parce que ce que tu dis là, moi je suis vraiment en accord profond, et en fait ça me fait repenser à la question initiale dont on a parlé de transition écologique. Et en fait là on voit qu'on en vient à parler de quelque chose qui est bien autre que la transition écologique, que moi aussi en tant que auteur et éditeur, et en menant pas mal de projets de terrain, enfin moi je fais aussi beaucoup de résidences et avec des engagements politiques, militants, une des choses que, enfin je suis pas tout seul à le penser, mais une des choses que moi je ressens et qui me semble être de plus en plus prégnante aujourd'hui, c'est qu'on en revient à des problématiques de subsistance. Et je pense, enfin je le dis à dessein, parce que je pense que pour les bibliothèques c'est vraiment quelque chose d'important. Typiquement, les gilets jaunes c'était ça. La crise du Covid c'était ça. On a grandi dans une société où il y a un confort matériel presque indécent, qui fait qu'on n'a même plus besoin de se poser la question de la subsistance. D'où vient l'eau de votre robinet? Où vont vos déchets? Comment on fait pousser des légumes? Ces questions-là, on a arrêté de se les poser. Mais c'est les questions que se posent l'immense majorité des êtres humains partout sur la planète, aujourd'hui encore et depuis la nuit des temps. Et ces questions, finalement, avec le dérèglement climatique, mais en fait, même les bouleversements écologiques et sociaux, c'est lié, on voit bien la précarité énergétique, tout ça, enfin tout ce que tu évoquais. Ces questions de subsistance, elles reviennent. On a de plus en plus de mal à ne pas les prendre en compte. Et quand on fait face à des publics divers, parce qu'il faut aussi bien qu'on se dise qu'on a tous et toutes le luxe de pouvoir être ici ce matin, et donc de quand même avoir des catégories socio-professionnelles plutôt élevées, sinon on serait en train de travailler, de charbonner, quoi. Non mais c'est vrai, je pense que c'est important, et qu'en fait il y a des tas de publics auxquels on se confronte qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'être un lieu du livre quand les gens ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts? Et donc en effet, cette manière de se saisir aussi d'autres pans de la vie qui de fait sont reliés au livre, parce que le livre c'est aussi un vecteur pour plein de choses, et justement c'est un ouvroir, là il récupère aussi une beauté supplémentaire de celle d'être aussi utile à faire du lien autrement, quoi, de la beauté, du sens, du lien, tout ça c'est nécessaire. Et vraiment il me semble qu'autour de cette question de la subsistance, en tout cas il y a quelque chose qui se tisse, dans lequel aussi je pense les bibliothèques ont vraiment un rôle à jouer. Enfin j'espère en tout cas qu'elles réussiront à jouer ce rôle, parce que ça reste un commun, quoi, et on n'en a plus tant que ça. Reine Burki, merci de nous présenter la prochaine publication des presses de l'ENSID dans la collection Boîte à outils, avec le titre qui paraîtra au mois de novembre, je pense, qui s'appelle « Engager les bibliothèques dans la transition écologique ». Oui, merci. Alors, en effet, cet ouvrage, c'est une aventure collective tout d'abord, je souligne. C'est un projet qui s'est monté. Les presses de l'ENSID m'avaient sollicité en. Faut couper. Je n'ai pas envie de rigoler. Ça serait coupé. Je peux couper. C'est dur, ouais, c'est dur. C'est Acteur Studio. Non, mais je suis désolée. Acteur Studio. Donc en effet, c'est un ouvrage que j'ai souhaité intituler « Engager les bibliothèques dans la transition écologique ».
C'est un titre qui a donné lieu à réflexion, hein, parce qu'il y avait donc ces enjeux de transition écologique dont on a parlé tout à l'heure, avec l'écologie au sens large, hein, qui est un espace aussi d'interrelation, d'échange, une forme d'écosystème. Et la notion d'engagé, elle était très importante dans ce titre, parce que les bibliothèques ne sont pas neutres, ni au sens d'empreinte carbone, ni au sens de leur rôle social et politique. Et donc, à travers ce titre et ce terme d'engagé, il y avait vraiment la volonté de positionner les bibliothèques dans une forme d'action, presque militante, d'engagement sur le terrain. C'est un livre qui est structuré en 3 parties. Les enjeux de fonctionnement, les enjeux de pilotage et les enjeux d'action autour des missions des bibliothèques. La première partie, fonctionner durable, elle est introduite par un article, une contribution de Joachim Schöffel, qui est universitaire, chercheur en sciences de l'information à l'Université de Lille et qui a déjà contribué à des ouvrages sur ces problématiques il y a une dizaine d'années. Il ouvre le livre avec une contribution qui s'intitule Agir local, pensée globale, les bibliothèques actrices du développement durable. Et l'idée, c'était de lui confier une forme d'introduction qui fasse un peu un récapitulatif historique de l'engagement des bibliothèques sur les enjeux de transition écologique. Et il aborde notamment dans sa contribution le prix IFLA, le Green Library Award. Et c'est intéressant parce que les critères de ce prix construisent une forme de trame qui identifie les marges d'action et les périmètres sur lesquels les bibliothèques peuvent agir. D'où l'idée d'avoir cette introduction qui lançait les rails du sujet. C'est un article qui est suivi d'une contribution de Fanny Valenbois. Donc, Fanny, elle travaille pour le Bureau des acclimatations, elle a contribué au projet du Shift Project, au rapport Décarbonons la culture, et elle anime également des webinaires que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Des webinaires sur le sujet des bibliothèques et des enjeux de transition écologique. Et elle nous propose un article très pragmatique, une bibliothèque à l'impact énergétique et climatique, où elle interroge vraiment les leviers d'action au quotidien en termes de fonctionnement, d'isolation, de sobriété énergétique. Elle les remet en perspective avec la réglementation sur ce sujet. Elle propose également une sorte de petit quiz autodiagnostique pour déjà se situer et voir les marges d'action qu'on peut avoir au quotidien dans sa bibliothèque. C'est suivi d'une contribution de Lionel Dujol qui intervient également en formation. Lionel intervient sur une contribution s'engager pour un numérique responsable et durable. Il pose la question du numérique à la fois sous l'angle du coût d'empreinte carbone du numérique, mais aussi des marges d'action qu'on peut avoir au quotidien dans ces pratiques, et notamment ces pratiques professionnelles, et aussi en termes de sensibilisation des publics à ces enjeux-là. C'est suivi d'une contribution de Florence Rodriguez, qui travaille à la BPI, qui est dans la salle, tout à fait, qui travaille à la BPI et qui intervient également comme formatrice sur ces problématiques de traitement des collections, de circuits de documents, avec un article qui s'appelle « Intégrer les enjeux de développement durable et d'économie circulaire au traitement des collections ». C'est un article qui interroge également nos savoir-faire métiers, nos pratiques quotidiennes autour de la gestion, équipement des documents, qui pose des questions également de restauration et conservation préventive. Ensuite, une contribution d'Elisabeth Arquier, qu'évoquait tout à l'heure Sophie. Donc, Elisabeth est directrice de la médiathèque de Venelle. Elle a contribué à l'essor d'un projet de bâtiment, d'espace culturel, qui, dès le départ de la programmation de ce projet, avait les enjeux environnementaux, les enjeux de développement durable qui étaient inscrits dans la programmation. Et du coup, on suit avec elle toutes ces étapes d'élaboration d'un espace culturel, qui n'est pas que médiathèque d'ailleurs, avec les problématiques de comment on intègre la réflexion sur la mobilité ou par exemple le mobilier. Cette première partie se clôture par une contribution de Johanna Wazani, qui est chargée de mission au ministère de la Culture, un focus sur la réglementation et les dispositifs qui existent, les feuilles de route nationales pour engager les bibliothèques dans les enjeux de transition écologique. On arrive ensuite sur la deuxième partie qui problématise plus les questions de pilotage, de management, à la fois au sens
d'accompagnement des équipes, intégration de ces enjeux-là dans les projets d'établissement, mais aussi ce que ça implique en termes de travail des bibliothèques en collaboration sur des territoires donnés. C'est une partie qui est ouverte par Sophie, avec une contribution qui s'intitule « S'engager dans un management environnemental », où elle revient sur cette notion de SME. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça recouvre? Comment on fait monter en compétence ces équipes sur ce sujet-là? Comment on travaille de façon participative et en transversalité autour de ces sujets? Un petit encadré sur le perma-management, qui est une notion intéressante et inspirante. Et puis des outils également pour accompagner les équipes. Alors il y a des quiz, des fresques, ça ne manque pas d'idées pour mettre en application ces sujets-là au quotidien. C'est suivi d'une contribution de Raphaël Batz, que certains d'entre vous connaissent certainement. Raphaël est engagé depuis longtemps sur ces sujets-là. En 2017, elle avait contribué à lancer le groupe Bibliothèque française et Agenda 2030, auquel contribuaient plusieurs acteurs de la profession, qui est engagé sur faire des bibliothèques des actrices des objectifs de développement durable. Et Raphaël a proposé une contribution tournée vers les enjeux de formation et de sensibilisation des professionnels. Elle reprend l'exemple d'une expérimentation qu'elle a menée à Bordeaux, donc avec une contribution qui s'intitule « Sensibiliser les équipes aux transitions, comprendre, se projeter, agir ». On a ensuite une contribution de Natalia Leclerc. Natalia est conservatrice à OSC des Lyon 1. C'était aussi intéressant d'avoir un retour de comment peuvent se mettre en place ces problématiques au quotidien dans l'organisation d'une BU. Et donc Natalia propose un article « Déployer une stratégie DDRS en bibliothèque universitaire, une démarche transversale, une logique participative ». On revient sur ces deux notions de transversalité et de participation qui sont assez fondamentales pour mettre en place ce type d'action. Elle propose également un focus sur le référentiel DDRS que tu avais évoqué tout à l'heure, Sophie, qui est proposé par le CIRCES au niveau de l'enseignement supérieur, qui est un référentiel qui propose une analyse périmètre par périmètre des actions qu'on peut mettre en place, faire une sorte de tableau de bord de suivi. Et c'est un outil qui sert notamment dans les démarches de labellisation d'établissements. Elle propose également, Natalia, un focus sur ce qu'est être référent DDRS en BU. On a également évoqué tout à l'heure cette notion de fonction DDRS au sein des équipes qui émerge, qui apparaît, qui prend forme dans les organigrammes et qui est aussi incontournable, même si c'est rarement porté de façon individuelle. L'enjeu, c'est vraiment de faire de ces référents DDRS des ambassadeurs et des moteurs, mais pour travailler de façon collective autour de ces sujets-là. On enchaîne sur une contribution de Bruno Fouillet. Bruno est responsable de la lecture publique pour l'agglomération ville d'Annecy. Et sa contribution ouvre aussi le sujet de comment une bibliothèque ou les bibliothèques mettent en œuvre ce type d'action, mais de façon territoriale. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des projets d'établissement propres aux bibliothèques, mais en fait ça s'inscrit dans des projets de collectivité. Donc avec son article « Accompagner les bibliothécaires dans la politique de transition d'une collectivité ». Et cette première partie se clôture par un entretien que j'ai pu mener avec Marion Casi, qui est chargée de mission, chargée de projet à l'Agence régionale du livre Normandie Livre et Lecture. Et c'est une agence régionale qui a notamment mis en place une charte pour l'écologie du livre, que connaît bien, je crois, également Marion. L'enjeu de cet entretien avec Marion, c'était de repositionner les bibliothèques comme actrices auprès d'autres acteurs, auprès d'autres coopérations au niveau de leur territoire, mais aussi de poser la question de leur relation, de leur inscription dans un réseau d'économie sociale et solidaire. La troisième partie, l'enjeu, c'était de poser les questions des missions des bibliothèques, leur action notamment, direction des publics, les fonctions d'accueil, de développement de collection, d'action culturelle, d'action de sensibilisation. On retrouve une contribution de Sophie, du lieu ressource au refuge climatique, sensibiliser, informer et accompagner les publics. C'est une contribution qui reprend les notions d'intégration des enjeux de sensibilisation du public au projet de service. Tu
pose la question proposer, sensibiliser, mais jusqu'où également, jusqu'où on va. Un encadré qui m'a particulièrement interpellée sur la bibliothèque refuge climatique, au moment où on a des villes qui font des projections sur la France, Paris à 50 degrés, la France à 40 degrés, comment se projette également la bibliothèque comme lieu d'accueil et comme équipement dans la cité, sur un territoire. Est-ce que ça peut un jour devenir aussi des lieux incontournables de refuge climatique au sens très concret et physique du terme, d'accueillir. Une contribution de Nathalie Clos. Nathalie est directrice des bibliothèques universitaires d'Angers. Ce sont la BUA, pour ceux qui connaissent. C'est une bibliothèque qui est très active sur les enjeux d'accueil et d'accueil des publics et qui développe beaucoup d'actions, notamment par exemple la médiation animale. On a eu l'occasion d'avoir des échanges avec elle sur ce sujet-là. Et ces équipes sont également formées depuis peu à l'accueil en santé mentale. Et la question qui était traitée par Nathalie dans cette contribution, c'est quelle est la capacité d'agir des bibliothèques, jusqu'où on est inclusif. Et c'est aussi une question qui se pose de façon assez cruciale autour de ces enjeux de transition écologique et d'accueil des publics. On enchaîne sur une contribution de Vanessa Minaro et Claire Papillon. Vanessa est documentaliste au Centre de ressources des maisons de l'environnement du Rhône. Et c'était aussi intéressant d'avoir le regard de ces maisons de l'environnement qui développent des centres de ressources avec des collections spécialisées sur les enjeux écologiques, qui développent également des partenariats avec les bibliothèques de leur territoire, qui interviennent dans les collèges pour faire la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Et notamment pour la maison du Rhône, la maison d'environnement du Rhône, le prix Lire pour agir. Donc voilà, un encadré une contribution de Vanessa et Claire. On retrouve un petit article de Raphaël Batz. Raphaël est également chercheuse, elle est bibliothécaire, mais elle est également chercheuse. Elle mène un projet d'écologie documentaire qui s'appelle EcoDoc pour penser le dialogue entre les savoirs au service de la transition. Ça semblait aussi intéressant d'avoir cet aperçu de ce que peut apporter l'écologie documentaire à la réflexion sur la transition. Et puis on termine avec un entretien avec Marin, autour des enjeux d'écologie du livre, de façon plus large peut-être d'écologie des bibliothèques. Et puis c'est un entretien qui se clôture sur une question, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment repenser ce rôle social des bibliothèques, leur rôle en tant que lieu de sociabilité, d'agentivité aussi au quotidien pour accueillir les publics. Voilà. Eh bien, merci pour cette présentation. On a hâte de pouvoir le découvrir en novembre. Merci. Merci. Et du coup, de ne pas avoir suffisamment de rentrées de DVD, on n'a pas la place pour. Donc on les remplace par des plus fins et du coup, les étuis, il faut s'en débarrasser. Donc ça fait quand même énormément de plastique. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Alors, il me semble qu'il y a une étude qui a été faite par des collègues qui étaient confrontés à cette question, mais je n'ai plus le lien en tête, donc je pourrais vous le renvoyer. Il y a aussi une association qui s'appelle TerraCycle, je crois, qui recycle tout, donc les piles, c'est payant, hein, mais ils peuvent recycler les piles, les étuis CD, les étuis DVD. Ce que fait Annecy, et je crois aussi au Champ Libre, ils mettent à disposition des usagers. Ils mettent dans une boîte et les usagers peuvent les prendre parce qu'ils pourront faire plein de choses. Je suis sûre qu'il y a on pourrait peut-être les réutiliser, hein, si on reprend les 3 R, hein, réparer, ça on sait pas, on sait faire pour les bouquins, mais on ne sait pas toujours faire pour le reste, mais réparer, recycler, réutiliser, c'est toute l'opération qui a été menée, c'est un peu du coq à l'âne, mais à la Gaîté Lyrique, qui était hyper intéressante avec une association sur la question des portables. Donc ils viennent, enfin vous venez avec votre portable et ils vous disent je peux le réparer, donc je répare. Je peux pas le réparer, mais je peux en faire autre chose, donc on en fait autre chose. Et je peux pas le réparer, je peux pas en faire autre chose, et bien on recycle.
Donc peut-être il y aurait un moyen de travailler avec une association, une recyclerie pour en faire autre chose. Et puis la première chose, c'est effectivement les donner à nos usagers. Et peut-être là encore, ça nous mènerait une discussion avec, on parlait des éditeurs, des imprimeurs, mais peut-être qu'il faudrait mettre tous les acteurs, parce que nous, effectivement, on est des médiathèques. Donc on a plein de supports, donc ça pose des questions encore plus complexes. Et peut-être faudrait mettre les fournisseurs dans la boucle pour leur dire, ben voilà, votre plastique à usage unique, de toute façon c'est interdit à partir de 2025. Et donc qu'est-ce que vous nous proposez pour que ce soit quand même solide, manipulable, parce que souvent ça se casse, en plus c'est pas très solide. Et peut-être qu'on trouvera des choses à partir de carton, et qu'à ce moment-là ça serait mieux, je sais pas. Les éditeurs de textes lus oui, proposent maintenant carton. C'est ça. C'est ça, donc je pense qu'il faut en fait, tant qu'on n'en parle pas, et c'est tout l'intérêt des journées d'études, des tables rondes, des associations comme l'ABF, qui fait aussi des formations, j'en ai pas assez parlé, pardon, et l'écologie du livre, c'est de poser les questions, de dire on fait ça avant, mais pourquoi on ne fait pas autrement maintenant, et qu'est-ce qu'on peut faire, et comment on peut faire. Bonjour, merci. Je travaille dans BU et on n'a pas beaucoup évoqué, on n'avait pas beaucoup évoqué la question des ressources électroniques, qui est vraiment un peu maintenant au cœur de nos collections. Et je voulais savoir si vous aviez, parce qu'on va peut-être pas s'étaler là-dessus maintenant, mais des études ou des bonnes pratiques à mentionner. Merci. Sur le stockage des données, c'est ça En fait, tous nos éditeurs numériques, c'est-à-dire c'est un stockage énorme, c'est énormément de flux aussi. Outre l'argent que ça nous coûte, j'imagine que ça va énormément polluer. Donc je voulais savoir s'il y a des bonnes pratiques, des études qui permettent de un peu quantifier aussi la pollution engendrée. Alors la dernière journée d'études des DIRBUistes, directeurs de BU, à laquelle j'ai participé, justement était sur la question de la transition écologique, et la matinée a été introduite par un professeur, je ne sais pas si Clermont-Ferrand, qui posait toutes ces questions de l'impact du numérique et des conséquences pour les bibliothèques universitaires. Et l'après-midi était consacré essentiellement au bâtiment, parce que c'est une vraie question. Donc, moi, j'ai demandé les communications, elles doivent paraître très prochainement sur leur site, mais si je les ai, pas de souci pour que je vous les communique ensuite, parce que leur étude, en tout cas sur l'impact numérique en termes d'épuisement des ressources, de gaz à effet de serre, est absolument alarmante, et en plus, le coût que ça engendre. Surtout que maintenant, en fait, il y a des éditeurs qui proposent la formule papier avec le numérique, et puis à un moment donné l'abonnement s'arrête, et donc vous ne possédez plus rien en fait. C'est ça aussi le problème, notamment lorsque vous avez un rôle de conservation, en fait vous achetez le format numérique et qui n'est pas pérenne dans le temps, et si vous ne l'avez plus, vous n'avez plus rien. Donc en fait là aussi ce modèle économique est à changer, et je pense que nous pouvons avoir un rôle de lobby, enfin moi j'y crois. Pour ça, je fais partie de l'ABF. On peut avoir un rôle de lobby pour pouvoir dire à un moment donné, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et nous, on veut autre chose, parce que nous sommes vos premiers clients. Donc, vous devez vous adapter à notre demande. Mais pour ça, il faut bien établir quel est notre cahier des charges. Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais on essaye de faire un peu de la veille. À ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui existe, mais du coup, c'est notamment dans la construction du centre de ressources dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment un de nos chantiers des mois à venir. Il me semble quand même, et du coup c'est des choses que tu connais peut-être bien, mais que tout le travail de Open Edition, et donc Marin Dacos, Lionel Morel, les gens de la Quadrature du Net, qui sont aussi bibliothécaires par ailleurs, sont quand même des personnes vers qui tu peux te tourner, parce que forcément elles en sauront plus que nous déjà. Et après il y a aussi le travail de Gauthier Roussil, qui est quand même vraiment intéressant sur la question de la reterritorialisation du numérique et des usages sociaux du numérique. Il a fait plusieurs bouquins sur ce sujet-là, notamment il vient d'en faire un dernier sur les low-tech, là, qui a priori est bien, que je n'ai pas encore lu chez Divergence. En tout cas, Gauthier Roussil, c'est aussi vraiment une personne ressource sur ce sujet-là.
Notamment parce que, enfin, une des choses en tout cas c'est la question de l'invisibilisation, quoi. C'est en fait concrètement qu'est-ce que ça représente comme occupation d'espace, comme dépense énergétique pour maintenir ces données disponibles. Et là, il y a une vraie question de... Enfin, ça repose la question de nos rapports à l'énergie, tu vois, du tout illimité tout le temps. En fait, ça pourrait être disponible que quand on l'appelle, quoi. Enfin, il y a vraiment tout un ensemble de réflexions sur ça dans les milieux low-tech, et donc qui sont aussi vraiment plus les mondes numériques, vraiment au-delà juste du livre et des BU, mais Roussil, ouais, R-O-U-2-S-I-L-H-E. Et je pense qu'en tout cas, voilà, c'est des personnes qui sont facilement contactables. Contacte-les, du coup, et ils te donneront des meilleures réponses que nous, je pense. Bonjour, je suis bibliothécaire à la ville de Paris. Je voulais savoir concrètement si demain je veux faire une formation pour, je sais pas, mettre des choses en place dans ma bibliothèque, individuelle ou collective. Il y a des formations d'équipe. Est-ce qu'il existe à la ville de Paris? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est un projet? Merci. Il y a une formation dans FMCR qui est proposée depuis au moins cette année. Oui, c'est une formation qu'on avait proposée à la direction des affaires culturelles. On n'a pas pu mettre en place parce que voilà, on a eu un décès dans l'équipe et que ça a été compliqué. Donc il faut que je revoie avec Alice pour la remettre en place peut-être à l'automne. Après, si Alice ne sentait pas, j'ai cette formation qu'on propose sur 2 jours, mais il faudrait encore voir avec le bureau de formation. Mais oui, en tout cas, on y pense parce que après, nous, on accueille à la Canopée, on accueille les collègues qui le souhaitent. On rencontre aussi, là, on est en train de travailler avec Alice Lesage de Yourcenar et avec Anne-Valérie Malavier et d'autres collègues du réseau sur un bilan du plan Lire à Paris côté éco-citoyenneté, parce qu'on fait beaucoup de choses à Paris. Il y a beaucoup d'expérimentations qui sont menées en termes de bibliothèque verte, d'éco-gestes, d'expérimentation. Donc on veut déjà mettre en valeur ce qui est fait sur le réseau. Et puis, effectivement, on veut aussi que la formation, et je crois que c'est un des axes forts souhaités par la DAC, de former les conservatoires, les ateliers beaux-arts et les bibliothèques à tout ça. Mais il y a plein de moyens de le prendre, en fait. On peut le prendre sous l'angle, je parlais de l'équipement, et je pense et ça c'est un des objets du service de document des échanges de très prochainement formé à ça, un équipement plus raisonné, mais il y a plein de moyens de le prendre. Donc nous, ce qu'on essaie, c'est de voir aussi comment, à titre individuel, on s'empare de ces questions-là. On parlait du numérique, déjà, savoir ne pas écrire à tout le réseau quand on a un livre à donner, trouver d'autres moyens, parce que c'est de l'énergie, effectivement. Ce qu'on ne voit pas, souvent, on ne se pose pas la question. Parce qu'on se dit, c'est chouette, je regarde une série Netflix, c'est chouette, en fait, finalement, le DVD est peut-être plus écologique que la série Netflix. Enfin, voilà, s'interroger, en tout cas se poser des questions. Et après, quand même, pour répondre à ta question, moi qui ne suis pas dans le truc, il faut demander, faire des actions collectives, quoi. Organisez-vous, demandez de la formation, remuez dans les brancards, quoi. Non mais sans rire, il faut en parler plus, il faut se former, il faut convaincre les gens qui vous dirigent que c'est ça qui vous intéresse et que c'est à ça que vous voulez vous former, quoi. Il faut y aller. D'autres questions? Bonjour, je suis bibliothécaire aussi à la ville de Paris et c'est vrai que les formations sur les bibliothèques vertes c'est hyper intéressant. Mais il y a aussi la question de convaincre et c'est dur de porter un projet, surtout si l'équipe n'est pas forcément en cours ou le responsable, etc. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi des formations justement pour monter des projets, par exemple sur la bibliothèque verte? Donc pour convaincre ses collègues Non, mais pour justement monter des projets, si par exemple si je veux mettre en place une manothèque, alors il y a des formations pour, mais après pour convaincre, pour montrer que c'est un intérêt que la bibliothèque puisse porter ses projets, c'est aussi un aspect à aborder, je trouve.
si nous on porte le projet, on porte l'écologie, la volonté de faire changer les choses, c'est pas forcément évident de le mettre en place dans cette bibliothèque. Bien sûr. D'abord, on parlait de référent de développement durable, il y a un webinaire consacré à ces questions. C'est vrai que moi j'ai rencontré, dans le cadre des rencontres ABF auxquelles j'ai pu être invitée, beaucoup de personnes sont référents en développement durable et ils galèrent. Ils galèrent parce que d'abord on ne porte jamais quelque chose tout seul. Donc ça doit être un projet d'équipe. Vraiment j'insiste, c'est un projet d'équipe. Et là en plus on va être sur les prochains projets d'établissement, donc hop, ça doit être un axe du projet d'établissement décidé de manière collective. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire collectivement? Est-ce que ça va être sur la question du numérique durable? Et comme on est des gros utilisateurs du numérique, ben, ça peut être un biais. Et ça peut se décliner en interne avec des opérations du type je nettoie ma boîte mail, j'évite d'envoyer un fichier très lourd, mais je privilégie le lien hypertexte, je ne fais pas répondre à tous avec 50 personnes, mais je choisis quelques interlocuteurs. Ou bien, et là il y a des guides de l'ADEME qui sont très bien faits là-dessus. Est-ce que ça va être plutôt convivial et je fais des pots zéro déchet et dans ces cas-là, tous mes pots sont zéro déchet, ou je fais un mois sans amener de plastique à la bibliothèque, ça peut être des défis et on peut les décliner après côté public, c'est-à-dire je supprime le distributeur de café et je vous offre un café. Ça peut être par rapport au numérique, et ben je fais un atelier sur prenez conscience de ce qui est un portable et qu'il vaut mieux le réparer plutôt que d'en racheter un dès qu'il y a le nouveau modèle qui fait aussi café. Non, c'est pas, je sais. Mais voilà, donc convaincre. Alors je ne sais pas quelle est votre position hiérarchique dans votre bibliothèque. Je suis à SVM. Vous êtes agent. Voilà. Donc déjà convaincre d'autres agents. Créer un groupe, parlez-en avec votre direction, voilà, convaincre d'abord cette direction que c'est important, et voilà, il y a tellement d'actions. Moi j'avais une collègue dans mon équipe, elle me disait, c'est moi Sophie, l'écologie je crois pas, parce que c'est souvent coercitif, et puis on n'a pas les moyens. Et bien je lui dis, oui mais tu crois au social, et ben donc tu vas travailler sur le groupe accueil précaire, et par ça, je la gagne sur la question de la transition. Alors, ce sera plutôt sociétal que écologique, et encore que, puisqu'on lutte, on récupère, enfin, on fait une collecte de protection d'hygiène féminine, ou pas féminine, enfin d'hygiène. Et donc, voilà, par un biais, finalement, elle rentre dans l'économie circulaire. Toute la question, c'est, il n'y a pas un modèle, il y en a plusieurs. Donc avec l'équipe, il faut travailler sur plusieurs pistes. C'est pour ça que ça va être un projet collectif, parce qu'il y a plein de collègues qui vont avoir des idées, qui vont être sur la grainothèque, mais d'autres qui vont être pas du tout sur la grainothèque, qui vont se dire mais ça c'est pas mon truc, mais en revanche ils vont être sur l'accueil d'auteurs. Ils vont accueillir des débats. Vous avez fait une projection débat, et il y a plein de services. Ou il y en a d'autres qui vont vous dire moi ça me plaît pas trop, mais en revanche les balades urbaines avec Paris Nature, sur la découverte des chauves-souris, je trouve ça génial. Alors simplement éviter de le faire par temps de pluie, parce qu'on ne voit pas les chauves-souris. Nous, on a essayé à la canopée, donc faites plutôt au printemps, parce que les chauves-souris hibernent aussi à un moment donné. Donc essayez de vous adapter. Votre grainothèque, ne la lancez pas comme nous, quand on a fait à Yourcenar la première, on l'a lancée en avril. Et ça, c'est une erreur de débutant, parce qu'en avril, on ne récolte pas les graines, on les sème. Donc vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Mais aussi, mettez beaucoup d'humour, parce que vous allez avoir beaucoup de contraintes. Quand j'ai demandé, je vous disais tout à l'heure, au bureau des achats, d'acheter de la terre, le garrot, j'ai cru qu'il allait avoir une cardiaque en me disant mais vous êtes une bibliothèque, pourquoi de la terre? Oui, parce que j'ai un projet de jardin. Voilà, mais c'est aussi parlons de nos métiers. Parlons de nos métiers aujourd'hui, actuellement, ce qu'on fait. Non, nous ne prêtons pas que des livres. Non, nous ne sommes pas absents quand la bibliothèque est fermée. Nous sommes ouverts, mais à d'autres. Et nous faisons d'autres choses. Et non, nous n'avons pas le temps de lire des livres sur notre temps de travail. Parlons de ce que nous faisons aujourd'hui. Bonjour, moi je suis étudiante et je réalise un mémoire pour la transition écologique dans les métiers du livre. Et j'ai une question, vous avez évoqué tout à l'heure le lien à la librairie. Et je voulais savoir si vous pouviez développer un tout petit peu, parce que c'est vrai que quand on réfléchit au livre, à la commercialisation du livre
est-ce qu'aujourd'hui posséder un livre c'est encore compatible avec la crise écologique? Je voulais savoir comment vous faisiez pour que ça n'arrive pas en contradiction en fait avec le métier de libraire, avec aussi son rôle social, etc. Merci. Vaste question complexe. T'as vu qu'aucun d'entre nous, aucune n'est libraire, donc on va répondre comme on peut. Là. Non, je sais pas, après, vous, ce que vous savez très bien, c'est quand même les liens qu'il y a entre les librairies et les bibliothèques pour les achats, et donc ça, peut-être que tu peux en parler. Attends, de la valorisation, il y a des gens qui veulent être propriétaires d'un livre, qui vont offrir. Mais après, du coup, peut-être je te laisserai répondre après sur la mécanique. En fait, il y a déjà des tas de relations entre les librairies et les bibliothèques, et c'est quand même un système qui est plutôt vertueux, parce que c'est un soutien à la librairie indépendante, quand même, globalement, qui marche assez bien. Après, une des questions là où ça rejoint, la question de la propriété des livres, en fait, elle est hyper complexe. Il est dit, alors je sais pas dans quelle mesure ces genres d'études sont fiables, mais que dans un kilomètre carré autour de nous, dans Paris, il y a 100 000 livres dans les bibliothèques privées. Donc en fait, les gens ont tous et toutes plein de livres, et donc il y a en fait plus de livres chez les gens encore que dans les bibliothèques et dans les librairies. Par ailleurs, les librairies indépendantes, là aussi c'est quand même des lieux d'accueil et d'ouverture à d'autres choses que ce qu'on a habituellement dans nos quartiers ou nos villes, nos villages, qui est nécessaire. Et donc moi je dirais, une des choses à laquelle il me semble important de travailler en tout cas, c'est vraiment la question des coopérations territoriales. C'est-à-dire, si on est une librairie et une bibliothèque dans un même quartier, sur un même territoire, qu'est-ce qu'on est capable d'inventer ensemble pour coopérer, pour tisser plus de liens. Et là, de fait, il y a déjà plein de choses qui se font. Moi, par exemple, j'ai l'exemple de la bibliothèque Vaclav-Havel et du Rideau Rouge dans le 18e arrondissement. Il y a plein de choses qui se font depuis des années et des années, et puis ça va, ça vient, ça change selon les années, selon les équipes qui sont là, etc. Donc ça, il faut le regarder dans le détail avec finesse. Et il y a quand même un dispositif qui est intéressant à ce sujet-là, alors qui mériterait d'être peut-être un peu, rénové, métamorphosé, mais il existe des contrats territoire lecture. Et donc nous, par exemple, c'est une chose dont on n'a jamais trop creusé, mais on disait qu'est-ce que ce serait qu'un contrat territoire lecture écologique, quoi. C'est vraiment rajouter cette dimension écologique au contrat territoire lecture, et du coup la circulation des livres et de la lecture sur un territoire donné, dans une perspective aussi d'adresser ces questions écologiques de façon cohérente. Là, il y aurait assurément plein de choses à faire, mais mon sentiment général, c'est quand même que les libraires et les bibliothèques œuvrent globalement à la même chose. Après, il y a une dimension marchande qui est présente dans les bibliothèques, mais dans les librairies, pardon, mais dans les librairies, mais qui l'est pas tout le temps non plus. Donc en fait, et puis pour moi, il y a des liens peut-être à renforcer encore, mais il y a déjà plein de choses qui se font, et globalement, c'est plutôt de la coopération, ça se passe bien, quoi. Oui, c'est complémentaire en fait. Et il y a, dans certains territoires ruraux, les librairies sont absolument avant-gardistes et justement sont en train d'innover avec des caravanes, des roulottes, même en termes de mobilité. On pense leur accès et ils font des petites sélections. Alors c'est un peu comme le bibliobus, sauf que eux ils viennent vendre aussi parce que je pense que les gens qui viennent en bibliothèque, ils viennent parce qu'ils vont prendre, ils n'ont pas d'espace chez eux, et puis ils ont envie de découvrir, et puis ils vont partir avec 3 livres alors qu'ils pensaient en prendre qu'un seul, et puis finalement ils adorent ce livre et vont l'acheter parce qu'il y a tout ce côté symbolique et émotionnel du livre papier. Je ne connais pas pour le livre numérique parce que moi je ne suis pas livre numérique, mais je pense qu'il y a peut-être un côté émotionnel aussi sur le livre numérique qui s'auto-dégrade, non, peut-être. Il y a une beauté du geste. Moi j'étais à la Bibliothèque nationale avant et en plus c'est la conservation et c'est fou tout ce qu'on trouve dans les livres. On trouve des vieux tickets de métro, des petits mots. Voilà, c'est magique, ce sont des mémoires. Donc je pense que pour l'instant, il n'est pas question de supprimer le livre. Même le schéma, c'est simplement de repenser le schéma économique, c'est-à-dire de ne pas faire venir le papier d'Asie, parce qu'essentiellement il vient d'Asie. Ne pas pouvoir recycler le papier, non pas le brûler à l'incinérateur d'Ivry, par exemple, parce que là aussi, c'est la deuxième industrie la plus consommatrice d'eau. Et on voit aujourd'hui, tant mieux ou tant pire, je ne sais pas, c'est qu'aujourd'hui, l'eau, ça devient un problème. Certains pays le savaient avant nous, tous les réfugiés climatiques le savent bien. Nous, on a été effectivement très égoïstes quant à notre consommation d'eau. Et nous, bibliothécaires, on se posait cette question-là parce que le papier, c'est de l'eau. C'est de l'eau.
Donc non, je ne pense pas que le métier de libraire ou le métier de bibliothécaire soit menacé, simplement ce sont nos usages qui vont se modifier. Une dernière question? Eh bien, merci beaucoup pour vos témoignages et votre enrichissement de la transformation écologique. La révolution écologique Est en marche. Merci.